Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui s'est épilé la touffe. Et oui, le beau temps est arrivé, nous avons sorti les tongs et pour ne pas être négligé, Thio en a profité pour s'épiler les poils des pieds, car il a une jolie touffe velue, c'est un peu notre hobbit. Bonjour Thio. Bonjour. Et il est avec moi aujourd'hui pour parler de bande dessinée comme d'habitude. Nous avons un petit programme en tête-à-tête. On en fait de temps en temps, mais c'est vrai que la vie nous demande tellement de temps, tellement de choses à faire. On a un peu du mal à être à jour de nos lectures. Alors on se débarrasse de Tizak, parce que sinon on n'a plus le temps de lire tellement il dit des conneries. Bah t'as tout résumé, je vais pas rajouter. Dans cette émission, on va zapper le online, parce que je n'ai même plus le temps de lire sur Internet. Voilà, et si je ne le fais pas... Qui le fait ? Qui le fait, exactement. Voilà. Qui le fait ? Nous allons donc vous chroniquer la dernière aventure de Spirou et Fantasio qui se nomme La Grosse Tête. Un vieux truc qui s'appelle D'air pur et d'eau fraîche, qu'on avait en stock depuis très longtemps. Nous allons vous parler des 3 tomes de Alizik, de la BD allemande. Robert Moses se joindra à nous par la suite. Et on reviendra aussi par Valérian par les chemins de l'espace, en hommage à un certain auteur dont vous entendrez bientôt la voix, je pense. Notre carte blanche sera consacrée à la bande dessinée et aux jeux de société. Ces deux mondes qui semblent si différents, mais qui ne le sont pas tant que ça. Et pour ce faire, nous avons demandé à Yomgi d'en parler. Ah, mais, on l'a entendu il n'y a pas longtemps, celui-là. Il commence à s'incruster sévèrement dans l'émission. Notre splash page sera consacrée à... J'ai du mal à l'admettre. À... Un truc qui vient de l'Est, non ? Un manga. Mais en même temps, c'est un peu de l'Est, mais c'est un peu du local aussi. Ouais, c'est un manga méditerranéen, on va dire. Voilà, qui s'appelle Thermaeromae, vous verrez. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Quelques petits express pour revenir sur une collection qui reprend du neuf et une BD qu'on aurait dû lire il y a 40 000 ans et qu'on a lu vite fait récemment. Un petit HS pour vous parler de Daredevil et Edge of Ultron. Daredevil et Edge of Ultron. Non, je sais pas comment on prononce. Ah, mais Tizak est pas là, donc il va pas te faire chier. Voilà. Et après, ce sera fini. Hein, et ce sera déjà pas mal. Et je vous propose donc de commencer tout de suite avec les chroniques, non ? Exactement. Spirou, une aventure de Spirou et Fantasio par TM, Makio et Toldak, qui se nomme La Grosse Tête. Donc cette série qui nous raconte les aventures de Spirou, repris par des auteurs qui les mettent à leur sauce et qui sont en général de qualité, parce que c'est des auteurs qu'on n'attend pas forcément dessus, et qui vont nous proposer quelque chose d'original, de vivifiant autant que possible. C'est un tome un peu particulier car c'est le tome 8 et que le tome 7 était à suivre. Mais c'est pas la suite du tome 7, le tome 8. Parce que la suite du tome 7 sera le tome 9. Enfin, j'espère, j'en sais rien, en fait. Quoi qu'il en soit, ça va foutre le bordel dans votre collection. Je veux dire, c'est compliqué ton truc. Ouais, ça va foutre le bordel dans votre collection. Donc, dites-vous que, voilà, c'est le Spirou de TM, Makio et Toldak. Spirou et Fantasio vivent de nombreuses aventures et Fantasio a voulu écrire le récit de ces aventures. Un joli roman. Un roman. Qui raconte leur aventure qu'il y a dans La Mauvaise Tête, un album de Spirou et Fantasio classique. Oui, je crois que c'est Franquin, ouais. La Mauvaise Tête. Un des premiers de Franquin, il me semble. Et donc, il veut raconter cette histoire-là, il fait ce truc, il espère qu'il va devenir célèbre, mais son bouquin marche pas super bien. Mais les droits sont rachetés par l'industrie cinématographique, et ils vont en faire un film. Et il décide d'inverser le héros et d'en faire que ce soit Spirou qui jouera son propre rôle. Et Spirou devient une star. Mais vont-ils bien s'entendre ? Cela va-t-il relancer les ventes du livre ? Spirou et Fantasio vont-ils ne plus être amis, s'engueuler ? Est-ce que la célébrité peut vous changer ? C'est la question. C'était le propos de cet album. Un album étonnant et qui a partagé notre rédaction. T'as vu, ça fait classe de dire notre rédaction. Notre rédaction, oui, c'est ça. Alors qu'on rédige rien. Ouais, mais ça nous a quand même vachement partagé parce que c'est quand même...
je vais pas faire mon Jean-Pierre Coff tout de suite, mais vraiment, ça m'a pas emballé un brin, quoi. Tant au niveau, alors au niveau du dessin, je suis d'accord que ça change complètement, c'est un peu novateur, Ça rafraîchit, t'as un côté un peu rondouillé. un peu rondouillard, ça fait un côté un petit peu. On est dans l'école Titeuf, Cho. On est Voilà. dans l'école Cho le mag. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est fun, c'est frais. Mais après, pour le reste, aïe, aïe, aïe. Donc le dessin ne t'a pas déplu. Moi, le dessin, j'ai trouvé très sympa. Les personnages gagnent un coup de jeune, je trouve, un peu de peps. Ce qu'avait déjà fait Munuera dans la version, on va dire, un peu plus manga avec son style graphique. Mais là, c'est plus dynamique, c'est joli, mais pour moi, ça peut pas être un Spirou, tu vois. mais c'est le Spirou 2. Ouais, mais C'est la collection qui veut ça. Bon. ouais, mais là, ça fait trop. Pour moi, c'est too much. Maintenant, après, c'est mon avis perso. Maintenant, au niveau du scénario, alors, j'ai beaucoup aimé les petits clins d'œil justement aux autres BD de Spirou et Fantasio. Ça, c'est fun. C'est vraiment agréable. Parce que tu retrouves des personnages qui sont un peu caricaturés. Ok, c'est cool. Le petit clin d'œil à Camping. Bon, Camping, le film. Camping, avec, le film. voilà. Bon, ça, moins top. Mais je Oui, parce comprends. que tu comprends que le réalisateur du film Spirou Fantasio, c'est comment il s'appelle Antoniente, le voilà, mec qui a fait... Fabien Antoniente, qui avait fait un bon film avant, il y a très longtemps. Donc, et du coup... C'était pas Pédale douce Euh, Non, l'autre. non, Qui était Pilatus, sorti en même c'était temps. Belasco. Oui, mais c'est l'inverse. Enfin bon, on s'en fout. On s'en fout. Donc, on en arrive au scénario, et là, pour moi... Voilà, ça a fait ça. Tu pars, tu fais ouais, ok, ça peut être sympa, et puis au final, ça a capoté. Et alors, pourtant, il y a des trucs qui sont quand même sympathiques, c'est que déjà, on découvre que Spirou peut avoir une vie sexuelle, que Fantasio rêverait d'en avoir une. Ce qui est marrant, parce que c'est l'inverse qui est présenté dans le Spirou de Tom et Jean-Ry, dans le classique, c'est dans Luna Fatale, justement. Oui. C'est totalement l'inverse dans Luna Fatale, où le thème est la sexualité, et où Fantasio fait une expo de nu, où on voit jamais la tête de son modèle d'ailleurs. Mais bon, tu soupçonnes que Fantasio a beaucoup de succès auprès de la gente féminine, et où Spirou, dès qu'une fille s'approche de lui... Je le fais bien? Là, je fais bien. Ouais. Et bon, voilà. Mais ça, c'était le seul truc qui était un peu sympa. Le rapport avec la Miss Météo. Le côté jalousie aussi est intéressant de Fantasio sur Spirou. C'était pareil, dans un Spirou classique, on retrouve encore ce truc-là. C'est quand Fantasio a la drogue qui le rend à moitié fou et qui lui fait dire tout ce qu'il pense non-stop, et où il veut tuer Spirou. Ouais, j'ai oublié le nom de celui-là, il est génial. Voilà, donc Fantasio veut tuer Spirou parce que il est jaloux de lui et qu'en fait il explique qu'il a toujours jalousé son succès. Donc on retrouve ce côté-là qui moi, m'a bien plu aussi. Mais ça, c'est l'encyclopédie Spirou qui parle. Ouais, peut-être. Après, oui, tu peux aussi quand même dire... dans ce cas, tu retrouves aussi, par rapport à ton histoire, l'élixir de Champignac avec l'essence de champignons ultra concentrée qui en fait te fait dire la vérité et va entraîner une superbe soirée Oui. au château. Mais est-ce que c'est pas un peu creux quand même? Moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça interroge sur les relations entre les personnages en faisant une histoire qui est légère, qui est pas prise de tête, justement. Pour moi, tu vois, ça a ce côté, justement, comédie française, bonne comédie française, justement. Voilà, c'est qui me plaît bien. Enfin, ce que j'aime dans la comédie française, on va dire, ce côté des personnages qui sont des grands potes, mais qui s'engueulent quand même, mais qui restent des grands potes pour la vie, tu vois. D'ailleurs, je crois qu'il y a 2 films sur ce sujet français qui viennent de sortir en ce moment. Et voilà. Enfin, moi, j'ai trouvé cet album. Alors, c'est clairement pas le meilleur du Spirou Fantasio 2, parce que ce que j'aime dans Spirou Fantasio, moi, c'est le côté aventure. Et là, clairement, on n'est pas du tout dans le côté aventure. Il n'y a pas ce côté-là. Si, ils vont dans un pays étranger, avec, oui, pour le coup, il y a des démarches écologiques. Bretzelburg. Ouais, ils vont sur Bretzelburg, qui est un pays connu pour le coup. Là, on a l'album QRN sur Bretzelburg, le dernier qu'a fait Franquin. Qui est excellent. Oui.
Il y a 2 versions, enfin bon, c'est un truc de fou. Voilà, donc il n'y a pas ce côté peut-être un peu plus satirique politique même qu'a pu amener un petit peu Vellman dans les derniers. Il n'y a pas le côté grande aventure qu'on avait apporté de Tom et Jean-Ry. Il y a plus ce côté l'humour de Gaston Lagaffe dans Spirou, en fait. Ce côté-là, cet humour un peu... voilà. Moi, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Après, c'est vrai, c'est pas du tout ce que je préfère dans Spirou. Ce que j'aime dans Spirou, c'est cette alchimie, justement, entre l'aventure, l'humour et le sous-texte un peu sérieux que certains auteurs arrivent à apporter plus ou moins profond, hein, en fonction du thème. Ouais. Voilà. C'est loin d'être le meilleur de la collection, mais c'est une lecture agréable. Ouais, enfin moi ça m'a pas emballé, j'en suis pas ressorti transformé et je pense voilà, je ne le relirai pas et si tu me demandes sur quelle étagère ce serait, en fait ce ne serait pas en fait sur une étagère. Ah, moi je le mettrais, oui, c'est pour les complétistes, donc c'est avec les Spirou et Fantasio, c'est vraiment, voilà, pour moi c'est plus, effectivement, c'est un album pour les complétistes, plus qu'un album majeur de la collection, mais on passe un bon moment à le lire, voilà. Il faut dire aussi j'avais des trucs un peu plus lourds à lire au milieu quand je l'ai chopé. Oui, du coup, et ça fait léger finalement. Ça m'a fait une respiration derrière. Alors là, on ressort un vieux truc. Mais alors, vieux, qu'on a lu il y a super longtemps. Et comme je suis un pote, je vais demander à Thio de faire le pitch. Bien sûr. Alors facile, d'air pur et d'eau fraîche. Donc c'est un de bouquin. Perrault, chez la boîte à bulles. T'as vu, je meuble un peu pour que t'aies le temps de C'est sympa en fait. Alors donc, ça nous raconte, c'est une histoire muette. Oui, on avait fait un grand projet pour vous expliquer pourquoi on vient de le ressortir. Parce que voilà, on avait fait un projet justement BD muette. Pourquoi je m'en rappelle pas, mais je sais qu'en fait on avait commencé des conférences, expos, mais ça s'est pas concrétisé. Ah c'était ça, c'est vrai. Ah oui, qu'on avait fait un dossier et tout pour des trucs administratifs, des trucs bien chiants quoi. Mais ça s'était pas concrétisé. C'était fait chier pour rien. Mais on avait fait voilà. Et du coup, comme on avait fait ce projet-là, on avait commencé à justement aller vers la BD muette pour avoir un peu de matos quoi. Et D'air pur et d'eau fraîche en faisait partie. D'air pur et d'eau fraîche en fait va nous raconter l'histoire d'un on va commencer gamin, on va dire, d'un gamin qui va être trappeur au pays de l'oncle Sam et qui va, on va dire, passer sa vie fils de trappeur en plein milieu de la forêt, la petite maison presque pas dans la prairie, dans les plaines gelées, enfin la vie à la dure quoi. La vie à la dure, il va se retrouver à devoir se démerder tout seul et à se construire. Voilà. Puis quelqu'un plein de bons sentiments au départ, on le voit se durcir. Disons qu'au départ, il est à la cool parce que forcément, il est jeune, il est naïf, il pense que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais au final, c'est un peu plus rêche que ça. Oui, c'est l'histoire d'une vie. On va avoir toute la vie. Ah oui, tu pars de son enfance jusqu'à, alors pas sa mort parce que je crois qu'on va pas jusqu'au bout, hein. Il me semble pas. C'est sous-entendu. Voilà, mais c'est pas clairement montré. Alors donc, voilà. Ça, c'est bon pour le pitch. Ça, j'ai fait le truc. Ouais, c'est bon. C'est pas mal. Ouais, c'était un bon pitch. Alors, au niveau des dialogues, moi, j'ai trouvé que c'était un peu creux. Franchement, ça manquait d'onomatopée, quoi. Déjà, juste ça, quoi. Un crack, ça va. Je veux dire, je ne pas non plus beaucoup. Mais non, les onomatopées, il y en a. Très peu, hein. Très peu. S'il y a des petites tap-tap, très peu d'onomatopées, alors que souvent la BD muette en abuse. Là, il joue beaucoup sur les bulles avec des signes. Et des dessins. Des signes et des dessins autour des personnages, en fait, qui font qu'on comprend ce qui s'est passé. Alors, au niveau du dessin, on est sur du noir et blanc, crayonné. Ouais, c'est de l'ancrage limite direct, j'aurais envie de dire. Ouais. Sans contour de case. Franchement, je sais pas comment la boîte à bulles, heureusement que c'est un petit éditeur, il n'y a que pour sortir ça, une BD muette en noir et blanc. Oui, alors c'est vrai que quand tu fais la liste, du coup, ça fait dur quand même. Hein. Non, mais une BD muette en noir et blanc. On a sorti une BD muette en noir et blanc. Faut la vendre, hein. Ouais. Et franchement, c'est une belle histoire. On va suivre l'histoire de ce trappeur, on va le voir grandir, on va le voir prendre des coups durs. Au début, on se dit que ça fait un peu, le côté gentil, mignon. Et puis, il y a quelques passages vraiment ardus dedans, avec de la violence. Des passages qui, pour le coup, font très violents au milieu. Le personnage a une relation avec son chien aussi, entre guillemets,
je vois tout de suite les mauvais penseurs détourner mes paroles. Ce personnage a une relation avec son chien d'amitié franche. Enfin voilà, c'est... Et on voit aussi ses souffrances petit à petit. On le voit s'endurcir, devenir assez difficile jusqu'au moment où, bien sûr, lui-même va avoir un enfant. Et voilà. Enfin, c'est vraiment une belle histoire, bien racontée, pour un exercice en plus qui est très dur, le muet, qui est très difficile. Parce que pour raconter quelque chose qui, avec du texte, te prendra 2 lignes, là, il faut parfois un peu plus de cases. Il y a un jeu sur l'ellipse qui est très important et pas évident. Et je trouve que c'est très très bien maîtrisé dans le genre. Thio ? Alors, très bien maîtrisé, et en même temps, moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'était toutes les émotions, en fait, qui transparaissent, on va dire, dans le dessin. Parce que en faisant du muet, tu es obligé, on va dire, je trouve des fois d'être un peu caricatural. Un peu caricatural. Et en fait, là, moi, j'ai eu l'impression, dans certaines cas, qu'on avait presque le déroulement, si tu veux, d'un film muet de Chaplin, tu vois, où tu avais une scène qui va être obligée, qui va répéter une ou deux cases d'affilée pour bien insister sur ce qu'il est en train de faire, pour que ce soit visuel et que le gag fonctionne aussi. Tu vois ? Oui, et là tu parles de gag, c'est pas que du gag, c'est ça. Non, mais il y a du gag. Vraiment, non, mais c'est doux amer. C'est doux amer. C'est doux amer, c'est ça. Mais du coup, il y a des moments où on a de l'humour, il y a des moments où on a beaucoup de tristesse, il y a de la violence. Et moi, je trouve que c'est vraiment. Le truc, il cherche une meuf pour baiser. Je veux dire, il y a plein de passages. Il parle, il dit, hey, je veux une meuf, quoi, en gros. Oui, mais c'est pas ça. Oui, mais il voudrait devenir un homme. Mais oui, mais c'est ça, oui, c'est le sujet. Mais c'est résumé de façon très simpliste, pour le coup. À l'époque, je suis pas certain quand même qu'il prenait beaucoup de gants, quand même. Hein. Oui, voilà, non, mais voilà. Bel album. Bel album. Je crois que pas grand-chose. Le problème, je dirais, c'est que je suis pas certain que vous arriverez à le trouver très facilement. Ouais, la boîte à bulles, ouais, pas facile. C'est vraiment qu'il est sorti. Mais c'est très frais, très pur. Voilà. D'air pur et d'eau fraîche de Perrault chez la boîte à bulles. Oh, quelle belle transition vers le titre. Tu le mettrais dans quelle étagère, justement ? Ça, tu vois, ça resterait, tu vois, mon étagère, c'est les trucs inclassables. Ouais. Parce qu'en fait, non, mais alors celle-là, non, elle est pas si grande que ça en fait. C'est l'étagère ovni, quoi. Les trucs, l'objet bénéfique que tu arrives pas à identifier parce qu'en fait, ça rentre pas dans les collections classiques. Ça resterait quand même accessible parce qu'il faut que tu puisses puisse peut-être même le prêter à des potes, mais c'est pas celle que tu c'est pas le premier truc que tu passerais, oui. Moi je le mettrais entre mes albums un peu figure de style, parce que c'est vrai que le muet est un genre tellement difficile que c'est à la limite de l'oubapo, j'ai envie de dire, comme contrainte que tu t'imposes. Et puis peut-être une collection d'albums muets, parce que c'est un genre en soi qui commence à... Ouais, il y a Grégory Palachian qui fait pas mal de trucs vachement bien dans le genre. Qui commence, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont déjà parus avant, mais je trouve ça prend du volume parce que tu as de plus en plus de narrations différentes en fait, justement avec le muet. Oui, il n'y a pas que de l'humour, il n'y a pas que... voilà, donc ça commence à se varier un peu. Enfin, ça commence... Nous avons l'impression, parce qu'on n'a peut-être pas la culture aussi du genre, mais voilà. Alors, de la BD teutonnante. Attends, 2 secondes, je mets mon rimel et mon charbon. On y va. Ouais. Et moi, j'ai mis mon monocle pour faire bien allemand, c'est ça ? Oh, toi, t'as des clichés, toi. Oh, ouais, de suite, les clichés. Ton casque à pointe aussi, tant qu'à faire. Voilà, allez. Et ma scie sauteuse ? Faut faire du travail de pro. Il faut le travail de pro. Allez-y. De la bande dessinée Teuton, mais en fait on s'en fiche qu'elle soit Teuton. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on a remarqué qu'elle était Teuton, parce que les auteurs ont des noms imprononçables. C'est toi en fait qui m'a dit ouais c'est Teuton. Oui, c'est vrai. Alors donc c'est chez Le Lombard, donc pour l'instant on a les tomes 1, 2 et 3. Sur 4, on n'a pas attendu le 4 parce qu'on s'est dit qu'on avait attendu assez longtemps pour parler des 3 premiers. Donc le premier c'est l'automne, ensuite vient le printemps, puis
Non. Tu dis tout dans le désordre. Eh ben non, c'était l'automne, l'hiver, le printemps. T'es prof en quelle classe, toi? Oui, Et faut que tu on rattrapes finira- certains trucs. Et on finira en été, Non, forcément. on finira en mort. C'est le nom du dernier tome qui va sortir. Non, Monsieur on finira n'a pas- en été. Non, c'est mort, le On dernier finira tome. en été. Le dernier tome s'appelle Mort et pas été. Voilà. Oh, merde. Ah! T'as pas suivi, gars. Bon alors c'est quoi le pitch d'Alizik? Qui est Alizik? Eh ben, Alizik, c'est une jeune fille qui se réveille dans un cimetière et en fait, elle découvre qu'elle est morte. C'est un fantôme. Oh my god. Et donc, elle rencontre les autres habitants du cimetière et elle se rend compte qu'ils font partie, ils sont dans une sorte de purgatoire, entre guillemets, parce qu'ils n'arrivent pas trop à décider s'ils méritent d'aller dans l'endroit clair ou dans l'endroit sombre où on va après la mort. Et ils attendent leur jugement qui peut, enfin leur jugement. Quelqu'un décide, la mort apparemment. Que la mort décide en fait de venir et de les prendre. Mais ça peut prendre très longtemps. Mais vraiment très longtemps. Et en attendant, ils sont des fantômes dans ce cimetière. Sauf que la petite Alizik, elle a perdu la mémoire, elle ne se souvient de rien de son passé. Et elle va tenter de s'intégrer dans ce monde de fantômes, tout en se rendant compte qu'il y a un jeune homme aveugle qui passe le soir promener son chien du côté du cimetière, qui l'entend, j'allais dire, qu'il la voit. Il ne la voit pas mais il l'entend. Il l'entend. Parce qu'apparemment, il aurait une tumeur qui lui rendrait un don qui lui permet d'entendre les morts. Mais il ne sait pas qu'elle est morte, vu qu'il ne la voit pas. Et bien sûr, une idylle va se forger entre ces deux-là, tout en ayant Alizik qui va essayer petit à petit de se souvenir de sa mémoire et de soutirer les histoires des autres personnes qu'elle rencontre dans le cimetière. Et en parallèle, il y a un étrange projet pour raser le cimetière. C'est un méchant entrepreneur qui triche et fait des magouilles pour essayer de raser le cimetière. Bien résumé. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. On va tout de suite évacuer les choses réussies, le dessin. Ok, vas-y attaque alors. Alors, on est dans un dessin très, très, très sombre, très, je dirais, dessin de graffeur. Tu vois, ce côté forme un peu exagérée. Par exemple, moi, j'aime pas du tout les traits qui sont donnés à Alizik, son visage, la façon dont il est représenté. Je trouve qu'il fait un peu trop poupée, entre guillemets. Mais on est vraiment dans un style graphique très moderne, très bien foutu. Un travail sur la couleur, donc je pense que c'est tout de l'informatique. Alors, je suis d'accord avec toi, mais justement, il y a quand même une différence, c'est que on sent aussi qu'il y a une évolution dans les traits entre le début et la fin pour l'instant. Oui, et le troisième, oui. Voilà, c'est Oui, qu'au niveau d'Alizik, il y a quand même aussi, c'est devenu que le dessin s'est affiné entre le premier et le dessin troisième s'est tome. affiné. Enfin bon, un travail de couleur qui est superbe, qui joue avec l'obscur, le clair-obscur, les faibles sources de lumière. Un travail aussi en chapitres. Je pense que ça a été publié dans un format de type comics ou dans un magazine ou un truc comme ça, parce que c'est des chapitres très courts qui suffisent en eux-mêmes, avec chacun leur couverture. Des petits morceaux, ça va être des extraits de carnets, de poèmes, de règlements de chez les morts, etc. Voilà. On est dans quelque chose qui, graphiquement, moi, me plaît beaucoup, mais qui a peut-être un côté qui peut être un petit peu outrancier et qui pourrait déplaire. Pour ce côté outrancier. Moi, ça me plaît. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je comprends qu'il y a quelque chose qui est un peu too much. Mais est-ce que dans ce côté un peu girly, je sais pas, moi J'aurais pas girly, ouais. Ouais, Je dirais vraiment too much, ouais. moi j'aurais dit girly, tu vois, justement. Est-ce que finalement, parce que Dark Lolita. ouais, mais voilà, c'est pas nous le public, quoi. Alors là, je dirais pas sur une question publique, je donne juste mon avis. Ouais, pur, non, mais voilà, c'est- non, mais moi je te dis que moi j'ai aimé, mais je comprendrais que et pourtant je pense pas être le public effectivement pur. Et on deviendra plus, je pense, quand on parlera du scénario. Mais moi, je trouve que c'est graphiquement, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, graphiquement, parce que C'est superbe. déjà, il y a pas, on n'a pas de gaufrier, c'est éclaté, ça arrête pas de changer, c'est très dynamique. Il y a- Beaucoup d'expériences, de tests, d'essais. moi, Parfois un peu bordélique, mais ça colle. Mais ça, oui, mais ça se fait. On continue à garder la narration et c'est quand même intéressant. Un très beau travail sur les bulles, par exemple, aussi. Les onomatopées sont très jolies. J'aime bien la forme qu'elles En ont. plus, les bulles sont différentes en fonction des personnages, parce que ça, suivant si, Les vivants ou les morts. voilà. Mais en même temps, même dans les personnages morts, parce qu'ils parlent pas tous de la même façon, visiblement. On peut se dire ça. Bref, oui, vas-y. Bref, voilà. Moi, au niveau du graphique, je trouve ça vraiment très chouette. Tu vois, comme je disais, il y a des passages qui moi, me trouvent qu'il y a une trop grosse explosion. Tu sais, qui fait un peu ce côté démonstration. Je vais vous montrer, je suis trop capable d'en faire des tonnes. Ça va être classe, vous allez voir. Tu vois, ça manque parfois un petit peu de mesure. Voilà.
Et c'est ça, je pense, qui peut parfois déplaire. Ça m'a pas choqué, mais c'est un truc que j'ai remarqué. Maintenant, toi, au niveau du scénario, qu'est-ce qui t'a pas... Alors, au niveau du scénario, le problème qu'il y a, c'est clairement un problème de public. Bon, déjà, j'ai un problème avec le scénario, c'est qu'en fait, limite au début, ils te disent attention, hein, on n'est pas des fantômes comme dans les histoires de fantômes, etc. Sauf que tu es en train de lire le bouquin, tu fais en fait, si. Ouais, on est vraiment dans quelque chose de. Et on est dans ce côté gothique romantique du je suis morte mais je tombe amoureux du pauvre aveugle. Oh, mais peut-être que nos destins sont liés. Peut-être. Va-t-on avoir des révélations? Oh là là. Mais heureusement, mais notre amour est impossible. Jamais ça ne marchera. Enfin, tu vois, ce côté un peu pleurnichard qui m'aurait peut-être éclaté quand j'avais 16-17 ans. Et que, tu comprends, moi je voulais une grande gabardine pour être déguisé comme un Highlander et pouvoir cacher un katana à l'intérieur. Ah ouais? Ouais, moi je voulais ça. J'avais les cheveux longs aussi. Hein. C'était pas rien. Hein. Putain la vache. Maintenant je te regarde et je suis songeur, tu vois. Alors, je suis... Ouais. Bon, ok, c'est vrai que voilà, le scénario, ça fait un peu cousu de fil blanc. C'est beaucoup de clichés. Moi, ça m'a fait beaucoup penser le cimetière, si tu veux, au cimetière de Nobody Owens, la nouvelle de Gaiman. Pas du. Mais voilà, tu vois, on n'a pas de référence, Mais même dans ces clichés, alors, c'est certain que ça va peut-être pas être les 4 tomes de votre vie, le truc qui va vous déchirer. On attend le 4e, hein, mais j'ai une idée. Moi, le 4e, c'est celui où je pense qu'il y aura le plus de surprises parce qu'il te montre quelque chose qu'on connaît pas, pour le coup. Oui, surtout, c'est qu'en plus, on sait pas vraiment comment ça peut finir. Exactement. Parce qu'en fait, on peut aller autant d'un côté que de l'autre, je pense. Voilà, c'est très ouvert. Maintenant, je trouve une bonne BD. C'est bien mené, c'est très joli, c'est très agréable à lire. Ce sera peut-être pas le truc de l'année, mais c'est efficace. Je pense qu'en fait, le scénario est sauvé par la narration et le graphisme, en fait, parce que c'est bien raconté et c'est beau. Mais, je veux dire, le coup voilà, alors, du mini-spoil, attention, vous pouvez me taper si vous voulez, mais le gars qui parle pas et qui d'un coup se met à parler et qui te dit « Mais c'est parce que j'avais rien d'intéressant à dire jusqu'ici. » Si vous l'avez pas déjà vu 1000 fois, 1000 millions de fois, 1001 fois, 1002 fois, 1003... Enfin, voilà. Moi j'ai vu ça, j'ai fait non mais ils nous ont pas fait ça. Bah si, ils nous l'ont fait. Et c'est le truc qui fait que toi t'es pris dans ta lecture, t'es trop bien, puis d'un coup t'as le gros cliché avec ses gros sabots qui arrivent et qui t'écrase tout le plaisir que tu peux avoir à ce moment-là. J'exagère, j'en fais des tonnes dans la façon dont je le dis. J'en fais des tonnes parce que là quand même c'est parce pas. que j'avais une belle métaphore. Mais voilà, t'écrases pas tant que ça ça vous tuera pas le plaisir non plus. Mais voilà, heureusement que c'est bien raconté et que c'est beau parce que le scénario est un petit peu trop classique et trop... Voilà. Donc, finalement, si je t'écoute, Avatar aurait pu te plaire, alors. Ouais, Avatar aurait pu me plaire, mais le problème d'Avatar, c'est que j'avais 20 minutes d'avance sur le scénario, tout le temps. Là, j'avais que 1 ou 2 pages. Ouais, c'est ça. Allez, à d'autres. Tu le mets dans quelle étagère? Mon étagère, ça, c'est l'étagère de ma femme, en fait. Une botte en touche. Ah non, je vote pas en touche. C'est parce qu'en fait, ma femme a ses BD, tu vois, c'est souvent, elle quand je vais acheter des trucs, elle me dit tiens, je veux ça, tu vois. Alors il y a des fois, elle est tombée sur des trucs de fou quand même, parce que Joe l'aventure intérieure, c'est elle qui me l'a pécho. Excellent. Alors que graphiquement, c'était pas du tout son genre de trip. Hein. C'est vrai. Mais du coup, elle a dit ah, allez-y, je veux ça, c'est trop mignon. Mignon, girly, voilà. Donc c'est son étagère à elle. D'accord. Bon, bah moi, je le mettrai à côté de mon intégrale de The Cure. Que tu n'as pas. Oui, que je n'ai pas. En face de Placebo. Et puis de This Mortal Coil. Et aussi de Indochine. Parce qu'en fait, il ne le revendique pas, mais en fait, il a tous les albums d'Indochine. J'aime pas Indochine. C'est con. Mais en fait, le problème, c'est que Indochine, t'as une chanson, t'as tous les albums d'Indochine. Donc... Et là, je crois que tu t'es fait des amis. Surtout parce que là, tu t'es fait des amis de 7 à 77 ans. C'est vrai. Les fans de Tintin. J'aime pas Tintin. Robert Moses.
Robert Moses de Horace Cotias Galant, chez Grand Angle, le tome 1 qui se nomme La balade de l'Alamo. Et pourquoi je dis Robert Moses alors que c'est Moses Rose? C'est Moses Rose. Je sais pas pourquoi j'ai Robert Moses en tête. C'est un truc qui existe, Robert Moses? Bah, en fait, c'est ce que t'as écrit sur Ouais, je sais, mais le c'est parce que chauffeur. je m'étais fait un flanc. Donc, Moses Moses Rose. Rose. Ok. C'est toi qui pitch. Moi, j'ai pitché à Lizik. Je te laisse pitcher. Moses D'accord. Rose. Alors, nous avons donc Louis Rose, un Français qui a donc vécu la bataille d'Alamo et qui est considéré en fait comme le seul déserteur de Fort Alamo. Petit retour en arrière sur qu'est-ce que Fort Alamo. C'est la résistance héroïque de quelques Américains, Dont John Wayne. dont Davy Crockett. Et Pas John Wayne. dont Davy Crockett. Et c'est l'homme qui n'a Qui n'est jamais pas pas un personnage fictif. en plus, qui donc résiste en fait vaillamment aux Mexicains de je sais plus qui, j'ai un trou là, qui vont résister en fait aux Mexicains et qui vont en fait se faire exterminer dans le fort d'Alamo. Voilà pour le pitch. Et donc en fait le déserteur en question, Louis Rose, voudrait réhabiliter on va dire son nom parce que il est connu dans tout l'Ouest américain comme étant le seul déserteur, la seule personne qui a fui Fort Alamo. C'est le seul survivant aussi, je crois. Pas loin. C'est ça. Et d'ailleurs, là c'est presque moi qui ai fait un peu ma mauvaise langue, mais je me suis posé la question de se dire, étant donné que c'est le seul gars qui a survécu, comment est-ce qu'on peut dire que c'est le seul déserteur? C'est pas le seul gars qui a survécu parce que les Blacks qui faisaient le ménage, eux, ils ont survécu, mais on n'en parle pas trop vu qu'il y en a un qui est témoin. Ouais, mais sauf que les Blacks, on n'en parle pas. Les quoi? Les Blacks, on n'en parle pas à cette époque-là. Ouais. Ils ont Non, pas ça avoir la parole. n'existe pas. Voilà, mais du coup, voilà, non, mais très honnêtement, moi je me suis posé la question, je me suis dit, le mec, c'est un peu l'un des seuls survivants. C'est le terrible pirate Roberts. Voilà, comment Qui ne est-ce laisse jamais de survivant. C'est ça, comment est-ce qu'il peut savoir que... Enfin, bon, ça c'est pas là la question. Et donc Louis Rose va essayer de monter une opération pour justement réhabiliter son nom et prouver qu'il avait raison. Et pour ce faire, il va donc aller chercher quoi? Eh bien, des papiers, mais qui sont restés dans les ruines De Fort de Alamo. Fort Alamo. Et donc, il va devoir lancer une grande épopée. Et pour ça, il a besoin de financement et de personnes qui seraient intéressées pour l'aider à partir. Surtout qu'il est revenu de France. Apparemment, il n'a plus beaucoup d'argent. Et des gens lui assurent qu'il va pouvoir trouver ses documents. Et des gens qu'il n'aime pas forcément, dont un shérif. Voilà. Et donc, il va monter son petit groupe pour partir. Sauf qu'on soupçonne aussi qu'il y aurait un trésor caché dans le fort. Et c'est comme ça, lui, qu'il arrive à convaincre les gens de lui financer son expédition. Hein. Oui, parce que ça Mais va, bien sûr, ça intéresse d'autres personnes il faut attirer la qui convoitise sont un des petit peu. méchants. Bon, Oui. là, par contre, je caricature ça sévèrement. Mais non, aussi, c'est des méchants. Ils sont pas gentils. Et les méchants sont méchants. Les gentils, ils sont pas très gentils. Mais les méchants, ils sont méchants. Ce n'est pas un jugement de valeur. Mais nous y arriverons après. Non, mais je préfère Au prévenir. yeux de la loi ou aux yeux de la morale? Voilà, non, au lieu de la qualité de l'album. D'accord. Parlons du graphisme. J'aurais dit efficace. Joli et efficace. J'aurais dit honnête. J'ai un petit reproche. Il y a des flashbacks. Et en fait, je sais pas pourquoi il n'y a pas de changement graphique majeur dans les flashbacks. Il y a un léger changement colorimétrique au niveau de la colorisation, mais c'est tellement mineur que parfois tu captes plus trop où tu es. Et c'est vrai que ça aurait gagné en clarté si les flashbacks avaient eu un autre style graphique, genre juste des crayonnés colorés, ou un travail de couleurs différent, une aquarelle, ou j'en sais rien, tu vois, quelque chose qui change un peu et qui permette d'être plus clair là-dessus. Alors, ces flashbacks, ils ont vraiment un grand intérêt ou... Ça te raconte ce qui s'est passé pendant la bataille de Fort Alamo, quoi. C'est des flashbacks qui te racontent la bataille, entre guillemets, et ce que faisait Louis Rose pendant ce temps-là, et ce que faisaient les autres autour, parce qu'il décrit que certains étaient des enfoirés notables, parce qu'en gros, ils ont voulu tout faire sauter, etc. Avec les femmes et les enfants. Voilà. Donc voilà. Après, on est dans du dessin assez classique, il n'y a rien de flambant, ça va pas... Voilà. On est dans un côté un peu historique, même si je suis pas sûr de la rigueur historique de cette BD. Je suis pas sûr. Alors là, je ne suis pas posé du tout la question, mais j'ai quand même. Je pense qu'il y a
du vrai et du faux. Disons que là, pour moi, quand je vois la représentation du guerrier Apache avec la longue coiffe qui apparemment n'aurait pas existé, ce que j'avais cru dire dans certains trucs, je pense que c'est une représentation hollywoodienne, mais volontaire. Je pense pas que ce soit un défaut de recherche historique, je pense que c'est volontaire d'avoir voulu avoir une approche très hollywoodienne dans la représentation. Disons que ça fait partie de l'image, de l'imagerie concentrée, quoi. Donc, mais on n'est pas dans du réalisme historique. Clairement, mais je pense que voilà, c'est quand on lit ce genre de truc, je pense qu'il faut vraiment se dire, on est là dans une histoire d'aventure et pas dans une histoire historique. Tu es dans une histoire d'aventure qui utilise quelques faits historiques pour placer l'histoire. Ça me semble un peu. Enfin voilà, alors, après il faudra un spécialiste pour. Mais alors justement, tu vois, là je pense que tu touches du doigt. Moi, ce qui m'a un peu perturbé, c'est c'est ni historique ni totalement aventure. Et est-ce que finalement le fait de se dire bon, allez, on va se prendre Fort Alamo pour dire que bon, ça c'est un événement fondateur. Tac, c'est connu, ok. Les enfants des mecs qui ont regardé le Disney Channel, ils se connaissent des croquettes et Fort Alamo, quoi. Ok, allez, je mets ça à Fort Alamo, comme ça, du coup, ça va vendre. Est-ce que finalement, c'est pas plus un argument de vente ou on aurait même pu se dire que ça aurait pu se passer dans n'importe quelle histoire ? Non, parce que le cadre est intéressant, justement, de savoir ce qui s'est passé, comment il a pu se planquer dans le fort, etc. Je pense que le cadre est intéressant. Après, moi, ce qui m'a plus gêné, c'est des clichés, mais qui sont peut-être volontaires, tu vois, quand je te dis, dans cette volonté d'être plus hollywoodien qu'historique, par exemple, les personnages féminins. Mais alors, c'est quoi ces clichés, quoi, de la prostituée au grand cœur, l'Apache libérée, machin chose, enfin, je sais pas, les personnages féminins m'ont semblé hyper caricaturaux, tu vois, ça m'a un peu choqué à ce niveau-là. Les personnages masculins, les méchants, ils sont méchants, ils vont taper les gens juste pour le plaisir, parce qu'ils sont méchants et cruels, tu vois. On est dans du cliché, et ça a le cul entre deux chaises, c'est parce que, là t'es sur des pages des méchants, tu vois. On est le cul entre deux chaises sur le fait de, on est là-dedans parce que on veut être un peu dans ce côté hollywoodien, et c'est un hommage, ou bien alors c'est une facilité scénaristique, et tu vois, j'arrive pas à savoir. Peut-être parce que je connais pas assez les westerns, il y a peut-être des tonnes de références que je capte pas assez. J'ai pas assez regardé Eddie Mitchell quand j'étais jeune. Voilà. Thio, scénario ? Voilà, moi je dis le souci que j'ai, c'est ça, c'est un petit peu le croisement entre l'historique et le pas historique. Moi, le mot d'Alamos, tu vois, ça m'évoque de suite Davy Crockett et tout. L'homme qui n'a jamais peur, qui a tué un ours dès qu'il était tout. Et là, j'ai pas retrouvé Alamo et j'ai pas retrouvé Davy Crockett. Et finalement, pour l'instant, ça m'a pas. C'est prévu en 2 tomes. Voilà, donc oui, mais on retrouve ce côté aventure, justement, ils sont en train de se balader d'un point à un autre pour le moment. Mais pareil, des péripéties, on a l'impression qu'elles sont rajoutées pour rajouter des péripéties pour qu'ils n'aillent pas du point A au point B facilement, tu vois. On en revient, tu vois, une autre discussion qu'on a déjà eue sur les BD qui auraient dû être faites en un tome. Oui, et que les éditeurs s'évertuent à balancer en 2 tomes. Bon, pas de bol, c'est du grand angle les deux. Et c'est chiant, quoi. C'est chiant parce que c'est un découpage qui est artificiel. Et à mon avis, je pense, et du coup, on perd un peu en pêche, quoi. Alors, moins sur ce tome-là, je trouve que en tant que tome 1, il est plus réussi que... Comment il s'appelait l'autre l'autre chez Grand Angle qu'on a chroniqué il y a pas longtemps, où il y avait un problème sur le tome 1. On se souvient même plus du titre, tu vois. Ouais, mais pareil. Donc, je trouve que non, là, il se passe beaucoup de choses, il y a de l'action, de l'aventure, des personnages nombreux. Enfin, voilà, pour moi, c'est un tome qui tient vraiment bien la route pour un premier tome. C'est pas ça qui m'a choqué. Ouais. Voilà. Ton étagère. Alors là, on arrive à la grande discussion qu'on a eue. Encore une. Putain, la vache, je parle de vachement de discussions. Beaucoup de grandes discussions. Les petites discussions, c'est pas pour nous. En fait, c'est une BD que j'aurais sans doute pas acheté. Même si Alamo aurait été vendeur. Voilà, oui, donc on précise, c'est un service de presse. Oui, je pense que je crois que c'est moi qui l'ai demandé parce que Alamo était vendeur. Mais t'as pas été plus loin dans ta réflexion, et ouais. C'est Alamo qui t'a eu. Mais tu l'aurais pas acheté si tu l'avais vu en librairie, quoi. Non. Ouais. Et là, du coup, maintenant, si on te l'offre.
tu le ranges où? Ah, Dans ton étagère magique. Imagine que tu as une bibliothèque magique, avec Bah, des rangements comme tu veux. ce sera mon étagère pseudo-historique, en fait. Ouais. À côté des sentinelles, entre les sentinelles et Deadline, le truc sur la sur la guerre de sécession. Ouais, je le mets vraiment avec le western, quoi. Je pense même, je vais pas chercher plus loin que Avec ça. Buffalo Runner que je me suis acheté, qu'on va bientôt chroniquer. Ah, d'accord. Voilà. Bon, c'était nul, quelle étagère. Hein. Ouais. Valérian par les chemins de l'espace. Alors, c'est un hors-série des aventures de Valérian et Laureline. D'ailleurs, c'est un vieux hors-série parce qu'il s'appelle Valérian, un jeu spatio-temporel dans le titre. Ce n'est pas Valérian et Laureline. Que j'avais zappé quand je me suis chopé les intégrales et qui n'est pas présent dans les intégrales, justement. Il faut savoir que dans Pilote, on demandait aux auteurs de faire des récits courts de temps en temps et complets. Je crois que c'était pour des petits formats, des suppléments, des bonus, je ne sais pas exactement. Et donc, Dargaud s'est amusé à compiler tout ces histoires courtes dans cet album. C'était des histoires courtes qui en plus étaient un défi parce qu'ils avaient un temps souvent limité pour le faire, mais ça leur permettait de faire des expérimentations, de partir dans des délires, de se faire plaisir en fait en tant qu'auteur et de tester des trucs. Et donc avec Valérian et Laureline. Alors effectivement, Laureline est assez peu présente parce que ça date vraiment des débuts de la série. Donc on la retrouve dans les dernières histoires, mais très peu dans les premières. Mais tout de suite, ça leur permettait de commencer à expérimenter leur création d'univers, de planètes bizarres, de créatures extraterrestres étranges, et de montrer ce côté un peu aventurier de Valérian, mais l'aventurier de base. Voilà, mais vraiment de base. Voilà. Au niveau du dessin, on est dans du début de Valérian. Du coup, Donc, Valérian a une vraiment sale gueule. oui, c'est les débuts. Bon, vers les dernières planches, on retrouve un peu plus le trait, moderne, même si on peut pas dire que c'est un dessin moderne, hein, Valérian. Voilà, ça a pris un petit coup de vieux. Scénaristiquement, je pense que c'est là qu'on va pouvoir avoir des choses un peu intéressantes à dire. Alors, scénaristiquement, en fait, je me suis régalé. Parce que toutes les petites aventures sont bien ficelées et moi, j'ai trouvé ça assez génial parce que du coup, c'est les je dirais, tu vois, c'est les aventures entre les albums. Ouais, les petites aventures, puis c'est drôle souvent. Tu sais, c'est leur petite mission. Voilà, on a une mission à faire, tac, on y va. Ça prend pas longtemps, hein, mais juste cette mission-là, déjà, il se passait plein de choses. Alors du coup, tu as la planète qui est vivante, tu as le gars qui croise et qui est en train de un autre agent spatio-temporel avec lequel il a un rendez-vous et qui meurt. Enfin, tu en as. Oui, parce qu'ils se rencontrent à rebours dans le temps. Tu as. Moi, j'ai bien aimé celle aussi où ils doivent aller chercher les scientifiques, dont il y en a un qui rapetisse, l'autre qui... Oui, parce qu'en fait, en fonction il y a des micro-mondes, et en fonction des mondes où ils sont, soit tu vieillis, soit tu rapetisses, soit tu... Et donc, ils ont un temps limité pour aller chercher, sinon ils sont touchés par les effets voilà, du et du coup, il faut qu'ils aillent dans l'autre monde pour revenir à la normale. Très bien, enfin, voilà, c'est des petites aventures sympas, c'est des petites missions entre les grandes missions. Très sympa à lire. Ouais. Mais, par contre, encore une fois, je dirais, tu disais tout à l'heure, c'est que pour ceux qui sont fans de Valérian et Laureline et qui ont... Et non, si. Parce que sinon, si tu n'as pas lu Valérian et Laureline, tu n'as pas d'intérêt à lire ça. Alors moi, je pense qu'il peut y avoir un intérêt pour les fans de SF qui ne connaissent pas forcément Valérian et Laureline, mais clairement, c'est des histoires qui se suffisent en elles-mêmes, qui ne demandent pas forcément de connaître les personnages et qui ont des bonnes approches. Alors effectivement, ça a vieilli au niveau de la narration, au niveau du dessin, etc. Mais il y a tellement de bonnes idées dedans. Tu vois, quelqu'un qui aime bien la SF un peu vintage, les problématiques de voyage dans le temps, de créatures extraterrestres, etc., peut y trouver son compte. Et je pense même que ça peut être une... tu vois, commencer Valérian et Laureline par ça plutôt que par le tome 1, Les Mauvais Rêves, qui pour le coup a vraiment énormément vieilli.
Ouais. Commencer par ce tome-là et avoir plein de petites histoires sympas avant de s'engager sur une histoire, tu vois, sur le long fil avec la destruction de Galaxy T, les recherches, les personnages secondaires que tu recroises dans 40 histoires, etc. Je pense que ça peut être une bonne mise en bouche. Ouais. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Moi, tu m'as presque convaincu, Presque. mais non, parce que, Merde. mais oui, mais tu connais pas les personnages. Mais on s'en fout, Valérian, c'est un archétype du personnage du héros classique. Ah, donc ça te suffit, ça. Bah, ouf, t'as pas T'as besoin de aucune savoir. explication de savoir enfin, pour qui ils bossent, pourquoi ils font ça. Tu regardes Mission Impossible, il te bosse pour qui Mission Impossible? Ah! Ah! Tu vois, bah tu t'en fous. IMF, c'est une agence gouvernementale? C'est une agence privée? C'est une agence pour Ouais, mais qui? c'est bon, ça va, c'est bon. Voilà, maintenant, du coup, quand je regarde Mission Impossible, bah, je serais là, je me dirais, merde, je sais même pas pour qui ils bossent, ça m'intéresse plus. Exactement. Bon, eh bien, on va laisser la parole. Ah, l'étagère. Bah, ce sera chez toi. Ouais, bah moi, ce sera dans la SF. Hein. Non, Avec ouais. les bons récits de voyage dans le temps, en fait. Tu vois, d'exploration d'univers. Je sais pas, c'est la bonne ESF. C'est rare, hein, la bonne ESF. Entre Star Trek et Stargate. Ouais, ça peut le faire. Hein, Bon, sauf qu'ils ont pas fait de BD Stargate, mais. ouais. Star Trek, Si, ils ont il y a fait. dû y avoir des BD Stargate. Non. En cherchant, il y a dû y en avoir. C'est pas arrivé en France, mais il y a dû y en avoir. Allez, on laisse la parole à Yomgi. Et on vous rejoint tout à l'heure. Carte blanche à Yomgi. Bonjour Yomgi. Bonjour Pierre. Alors, je crois qu'on commence à connaître un petit peu ta voix parce qu'on a eu un petit entretien avec deux de tes compères qui a duré Et une que ça petite ne se demi-heure. reproduise pas. Ouais, Ce sera la dernière fois. Non, ouais. peut-être il y en aura-t-il d'autres. Sauf que là, t'es pas venu pour parler de tes BD. Fini ce côté commercial de démarcheur. Tu es venu pour nous parler d'un autre sujet qui est très intéressant dans cette carte blanche, qui est le rapport entre le milieu du jeu de société et le milieu de la bande dessinée. Dit comme ça, on pourrait croire que ça n'a pas beaucoup de lien en dehors du fait que il y a des gens qui font des dessins sur des jeux de société et qu'il y a Martin Wittberg. Voilà. Mais comment est-ce que tu nous fais un rapprochement entre ça? Comment t'es venu cette idée de se faire ce lien déjà, Alors à la base? c'est plutôt un parallèle que j'ai fait. En fait, bon, moi je suis un gros consommateur de Trick Track à la base, le fameux site de jeux de société qui eux-mêmes font beaucoup d'émissions et donc il y a beaucoup d'articles. Et plusieurs fois j'entendais Monsieur Fall, le principal animateur du site, parler que le jeu de société aujourd'hui c'est un petit peu comme la bande dessinée il y a 10-15 ans, donc en pleine effervescence, un marché qui n'arrête pas de grimper. Enfin, voilà. Et du coup, ça me trottait un peu dans la tête, d'autant plus que Trick Track, ces derniers mois, se sont mis eux aussi à parler bande dessinée, avec une émission qui s'appelle Strip Track. Et puis, au détour d'une petite vidéo, une interview en fait d'un auteur de jeu qui s'appelle Fred Henry, sur le Salon des Scènes, qui est le plus gros, l'équivalent d'Angoulême pour le jeu de société, qui se passe en Allemagne. Donc où Fred Henry parlait de la surproduction de jeux qu'il pouvait y avoir actuellement sur le marché, du fait que certains éditeurs n'hésitent pas à sortir des jeux même si ils n'avaient pas grand intérêt, mais dans l'espoir de tomber sur la perle rare. Et bah, du coup, ça a fait un petit peu écho par rapport au milieu de la BD parce que moi j'ai l'impression, en tant qu'acteur, bon, je suis pas éditeur, mais disons que je suis un petit peu lié en tant qu'auteur à ce milieu. Je vois bien, même en tant que consommateur, en tant qu'acteur, qu'il y a une surproduction qui est faite en bande dessinée, avec toutes les nouveautés qui paraissent chaque semaine, et que on arrive assez bien à entrevoir pourquoi les éditeurs en sortent autant. On imagine que c'est parce que ils veulent pas du tout passer à côté d'un succès potentiel, mais du coup ils publient beaucoup et du coup c'est un petit peu parfois au détriment de la production elle-même, puisqu'on a du mal à Bon, s'y retrouver.
Donc on va revenir un peu sur, c'est vrai que le jeu de société, je pense que pour les gens qui sont pas joueurs de jeux de société, c'est un peu comme quand nous on parle de BD, ils doivent se dire bah ça va, tout le monde connaît la bande dessinée, il y a Astérix et Tintin. Là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les gens connaissent le Monopoly, allez il y a le Jungle Speed qui est un grand succès dans les jeux récents et qui commence à être un peu connu. Mais c'est vrai que pour le grand public, on va dire en France, le jeu de société c'est pas encore énorme. Par contre, il y a une richesse qui s'est mise en place il y a, ça me fait mal de le dire, mais je crois une vingtaine d'années, euh, Alors, où on va dire que hmm, ce qu'on appelle le jeu de société moderne, vraiment, ça fait, ouais, on va dire plutôt dans les années 2000, au début des années 2000, où ça a commencé à arriver avec des jeux comme les Colons de Catane ou Carcassonne, qui étaient des jeux allemands, enfin qui sont des jeux allemands à la base, mais qui sont arrivés en France par le biais aussi de tout le réseau de joueurs qui avaient de joueurs de jeux de rôle et même de joueurs lambda. Enfin bref, il y a eu un renouveau du jeu de société depuis 15 ans, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de... Enfin, c'est un secteur qui est en pleine évolution. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui se montent, de plus en plus de success stories, de plus en plus de gros éditeurs qui s'installent, qui sont installés. Enfin, du coup, il y a vraiment un rapport qui est à faire avec l'édition bande dessinée. Mais c'est vrai que le panorama actuel de jeux de société est de plus en plus riche. Et puis ça brasse beaucoup de gens, parce que quand on achète une boîte de jeux de société, c'est une boîte achetée, mais c'est 5, 6, 10, 20 personnes qui l'ont joué, s'il y a plusieurs parties qui sont faites. Enfin bon, bref, ça touche beaucoup de gens, et c'est vrai que c'est un secteur qui est en pleine expansion, et qui du coup, le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent, il y a des gens qui produisent des jeux aussi pour ces joueurs, et puis il y a des choses très intéressantes qui sortent. mais on a l'impression que ça reste encore d'un point de vue éditorial très artisanal. Ah ben Euh, justement, non, c'est quand même ça dépasse quand même certaines. Enfin après, quand on regarde les chiffres d'affaires de certains gros éditeurs, hein, tu citais Jungle Speed, donc l'éditeur étant Asmodée, qui est quand même en passe de devenir un gros au niveau même international, puisque Quand on voit de ils quoi ils sont commencent, partis. ils sont, ils ont racheté des boîtes aux Oui, oui. États-Unis, et donc voilà, et donc Asmodée, c'est aussi un gros distributeur parallèlement au fait d'éditer des jeux. Et c'est vrai qu'il y a des Mhm. boîtes qui grappillent des parts de marché, hein. Quand on parle de géants du jeu, on pense à Hasbro, on pense aussi à des gens qui font du jouet. Il y a Ravensburger en Allemagne, ce sont des noms qui Mhm. doivent parler à tout un chacun. Maintenant, c'est vrai qu'il y a Milton des... Bradley. Pardon? Milton Bradley, MB. MB, par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a des éditeurs qui cartonnent de plus en plus en France et en Europe. Voilà. Et en plus, il y a une patte de jeu dit à la française, qui englobe pas mal de choses, dont le look du jeu, encore un parallèle avec la bande dessinée, parce qu'il y a de très bons illustrateurs. Et d'ailleurs, un des plus gros succès du jeu de société à l'heure actuelle est écrit par un gars qui a écrit une BD de grande qualité et qui devrait se remettre à la BD. Voilà, Antoine Boza et Seven Wonders. Ouais, Antoine Boza est en effet un des auteurs français qui a le vent en poupe. Ouais, et qui a fait un méga bonne BD qui s'appelle L'encre du passé que je recommande. Euh, voilà, non mais c'est vrai que quand je disais artisanat, on a l'impression, enfin moi c'est l'impression que ça me donne encore, mais c'est vrai que l'exemple Asmodée est un peu particulier. C'est-à-dire que c'est comme les débuts de Glénat, tu vois, les débuts de Dupuis, enfin, bon, là on montre encore vraiment à une autre époque, mais où c'était pas le grand groupe Média Participation qui était derrière tout plein de petits éditeurs, Mais enfin tu vois, c'est en passe de devenir. Alors c'est en c'est train pour de ça le que devenir. Ouais. le parallèle de Monsieur Fall, quand il dit le monde du jeu de société, aujourd'hui c'est un peu ce qui s'était passé il y a 10-15 ans dans la bande dessinée, et c'est vrai que c'est en train d'évoluer. Mais Ok, du coup avec c'est plus de certains l'artisanat, travers. c'est Voilà. plus de l'artisanat, on Ah rentre dans non, l'industrie, on voilà, rentre dans on l'industrie, rentre ouais. vraiment dans l'industrie avec des jeux fabriqués en Chine, des quantités. Enfin, quand on parle, enfin, là, on peut rentrer dans le vif du sujet sur le nombre de titres qui sortent et qui sont vendus de temps en temps. C'est tout à fait comparable à la bande dessinée, et voire pour certains hits bien plus que tout autant en termes de hits, ça se tire la bourre, quoi. Ouais, mais après il y a aussi le fait que les éditeurs souvent de jeux de société publient aussi à l'international, ce Oui, que il y a fait ça pas aussi. forcément l'auteur de BD. Parce que je sais, C'est le cas. Ouais, voilà, je sais clairement. que les plus gros des ventes de jeux de société se font pas forcément en France. Non, pas forcément, mais c'est vrai que ça ne cesse d'évoluer, en tout cas, Ouais. puisque le jeu touche de plus en plus de personnes. Et voilà, il n'y a rien qu'à voir le nombre de magasins qui ouvrent,
Et puis ça devient de plus en plus accessible maintenant aujourd'hui. Ouais, les gens ont moins l'impression que c'est pour les gosses, quoi. Oui, bah alors ça, on pourra reparler du côté. Enfin, la bande dessinée a ça aussi en lien. Ça, Oui. j'en ai pas parlé dans les articles que j'avais fait sur Trick Track à ce sujet. Et c'est vrai que le côté culpabilisant de la bande dessinée pour la jeunesse, là, effectivement, il y a un public qui est entre guillemets vieillissant, enfin qui grandit, qui devient mature et qui du coup est complètement, enfin n'a plus, enfin joue sans se poser de questions. Ça vient aussi du jeu vidéo. Enfin après il y a tout le parallèle. Faut faire attention avec le terme. Tu utilises bien le terme mature parce que le terme adulte, quand on parle de bande dessinée, sous-entend tout autre chose que ce que Oui, c'est BD censé vouloir adulte. dire. Ah oui, non, Ouais, tu as raison. c'est fou, hein. Tout de suite, quand c'est pour les adultes, bah, ça doit être du cul. C'est l'image qu'il y a dans la BD. Donc là, on était sur un peu l'éditeur, mais après, il y a au niveau des auteurs justement, et ça, c'est un problème enfin, un parallèle que tu peux peut-être mieux faire en étant auteur toi-même. Oui, bah, parce que justement, si on peut parler de surproduction dans le milieu du jeu de société comme dans le milieu de la bande dessinée, c'est vrai qu'on n'est pas non plus sur la même économie par rapport aux gens qui vivent de ce métier. Enfin là, je parle directement des auteurs, parce que un auteur de jeu de société aujourd'hui en France, enfin d'après ce que j'en sais, hein, sans bien sûr en étant béotien, enfin en tout cas un amateur passionné par la question, mais sans être acteur du milieu. Un auteur de jeux de société en France aujourd'hui, il y en a très peu qui vivent de leur art. Là, on pourra reparler aussi, est-ce que c'est un art ou pas, un produit culturel ou Oui. pas, ça c'est un autre débat. Mais alors que on peut dire que il y a quand même bien plus d'auteurs de bande dessinée qui, malgré tout ce qu'on peut dire et ce qu'on peut entendre ces derniers temps sur le milieu, qui parviennent à vivre de la bande dessinée. D'ailleurs, Mais après, en termes de référencement, je crois qu'il y a 2000 auteurs de bande dessinée à peu près, on va dire, ouais, c'est ça. scénaristes confondus en France. Alors, je dis pas que les 2000 vivent de la bande dessinée, ça m'étonnerait bien, mais disons même s'il y en a 1000 qui arrivent correctement à en vivre, ou en tout cas avec un minimum, dans le milieu du jeu de société, on peut dire qu'il y en a 100 fois moins, donc une dizaine peut-être, qui vivent du jeu de société en tant qu'auteur. Donc c'est vrai que là, le statut est un petit peu. C'est une question d'échelle aussi, peut-être. Bah, Est-ce que c'est... oui, après, en effet, parce- c'est aussi le cas, c'est une question d'échelle, mais le truc, c'est que il y a quand même aussi beaucoup d'auteurs de jeux de société, mais ces auteurs qui publient des jeux, dont les jeux sont édités, ne vivent pas du tout du jeu de société, D'accord. puisqu'ils sont plutôt, on va dire, des amateurs passionnés. Alors, ça a tendance à se professionnaliser de plus en plus, mais c'est des gens qui font ça, qui ont un boulot à côté, et qui font ça en plus, parce que c'est leur passion, quoi. Un jour, je finirai d'écrire mes jeux de société aussi, d'ailleurs. Euh, le truc, c'est que on parlait, c'est peut-être aussi une question de temps. Le statut d'auteur de jeux de société, même si je crois pas qu'il existe légalement de statut d'auteur de jeux de société, hein, il me semble pas. Non, ils sont obligés de passer entre les gouttes, Ouais, je sais plus qu'est-ce qu'ils sont. puisqu'ils sont auteurs, par exemple, de leurs propres règles, donc ils sont pour le coup des règles écrites, et du coup, ils sont payés en tant qu'auteurs de la règle, par exemple. Mais c'est vrai qu'il n'y a D'accord. pas de statut clair à ce sujet. Ouais, mais c'est très technique d'écrire une règle de qualité, Oui, oui, bien sûr. sans plaisanter. Mais tu as, voilà, je veux dire, on va avoir beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui vivent de la bande dessinée, mais qui vont peut-être aussi vivre de leur succès passé. Qui vont avoir beaucoup de bandes dessinées qui sont sorties, qui continuent à être produites, et qui vont encore pouvoir gagner un peu d'argent là-dessus, alors que j'ai l'impression que la jeune génération d'auteurs de BD, ils vivent sur leurs avances sur droit comme ils peuvent, Alors, et ils font de la pub à côté. ça pourrait faire l'objet d'une autre carte blanche, mais on pourra en reparler plus précisément et encore plus au One Night Club, puisque ça vous concerne directement. Mais c'est vrai que, voilà, moi personnellement, ça fait, on va dire, une dizaine d'années, peut-être un peu plus, que je fais de la bande dessinée, que je vis de la bande dessinée. Alors je ne vis pas à 100% de la bande dessinée, puisque je suis aussi illustrateur pour la presse. Enfin, tout ça sont des métiers qui sont très imbriqués les uns dans les autres. Mais c'est vrai que, sans parler de la BD adulte, imbriqués les uns dans les autres. Voilà. Oui. Pardon. Pourquoi je l'ai Donc pas chopé? J'aurais dû la dire moi, ça. Je suis voilà, désolé. pardon, désolé, je sors. Et non, et en fait, moi en tant que, donc, on va dire jeune auteur, hein, même si ça fait 10-15 ans que je fais ce métier, je ne peux pas dire que je pourrais, enfin, peut-être que je suis pas à l'abri d'un succès, hein, mais je n'ai personnellement, par exemple, jamais touché de droit d'auteur au-delà de mes avances sur droit, et bon, ce qui me permet malgré tout d'en vivre. Enfin,
je veux pas non plus tomber dans le misérabilisme, loin de là. Mais c'est vrai que, enfin voilà, le nombre d'auteurs qu'il y avait dans les années 80, où c'était l'âge d'or dans la bande dessinée, et le nombre d'auteurs qu'il y a aujourd'hui, il fait que effectivement il y a cette surproduction et qu'il y a quand même un partage entre guillemets de part de marché, enfin le partage du gâteau, on va dire. Et du coup, forcément, les auteurs qui étaient là dans les années 80, qui vendaient des dizaines de milliers de bouquins et qui avaient un ton d'or, et je crois que je n'exagère pas, parce que j'ai entendu des chiffres qui m'ont fait dire ah ouais, c'était cool. Je suis né trop tard. Voilà, exactement. Mais enfin, eux, effectivement, pouvaient. Enfin, et en plus, avec les auteurs à l'époque, comme il n'y en avait pas beaucoup, ils continuent à se vendre aujourd'hui aussi. Et c'est ça devient des classiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un succès. Hein. J'attends de prendre mon petit Titeuf, mais bon, bientôt. Enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il faut pas compter là-dessus. Et du coup, les avaleurs ont aussi rétréci un petit peu à vue d'œil. Donc c'est compliqué. Mais ça reste un métier qui demande du temps, énormément. Enfin, je pense que vous avez rencontré plusieurs auteurs à qui vous en avez parlé. C'est quand même un métier enfin c'est un métier, voilà. C'est pas le fameux métier passion. Ah mais oui, vous vivez de votre art, vous faites votre passion, c'est trop cool. Non, c'est aussi un boulot. Mais il y a une reconnaissance, voilà. Et puis sur la bande dessinée, il y a une reconnaissance, on va dire, administrative. Ah oui, alors ce qui n'est pas le cas des auteurs de jeux de société. Mais du coup, c'est vrai que le parallèle est un peu étrange parce que il commence à y avoir effectivement enfin, on parle de chiffre d'affaires, là, on parle de sociétés qui, alors, je crois pas qu'il y en a encore qui soient cotées en bourse, mais il y a vraiment beaucoup d'argent qui brasse là-dedans, et c'est vrai que les auteurs, eux, sont un petit peu, il y a eu une bataille ces dernières années sur le nom, par exemple, de l'auteur. Est-ce qu'il faut qu'il soit présent sur la boîte ou pas? Alors après, maintenant, là, a priori, c'est de plus en plus le cas, et ça a été acté. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas non plus de reconnaissance administrative et puis du coup financière qui s'ensuit, parce que les auteurs de jeux de société, à part ceux qui font des cartons, et il n'y en a pas beaucoup, encore une fois, hein, je vais balancer le chiffre de 10, entre ceux qui produisent énormément de jeux et dont les jeux cartonnent, enfin bref, ceux qui arrivent à en vivre sont rares. Mais bon, encore une fois, c'est à mettre en parallèle avec le nombre de sorties qu'il y a, puisque là, si on parle de sorties justement, on va dire à la louche, 5000 BD par an, en jeu de société, on est sans doute à moins de 1000 au niveau mondial. Donc 5000 BD par an en France, des productions françaises, je sais pas quel peut être le chiffre, mais... Ouais, mais tu passes plus de temps sur un jeu de société, donc de toute façon, t'as pas le temps de jouer à tous. Voilà, en sachant qu'il y a des boulimiques, il y a des crétins qui achètent tous les jeux. Je ne parle pas de moi du tout. Non, mais je sais que bon, je suis Trick Track pour me tenir informé, et c'est vrai que de plus en plus, je vois des tonnes de news qui sortent, et en fait, je suis complètement submergé par les news, et comme je suis pas un grand joueur non plus, j'arrive plus à avoir des coups de cœur comme en me basant sur les news à gauche à droite, comme je pouvais l'avoir il y a quelques temps. Ah, c'est compliqué, c'est très compliqué. Voilà, parce qu'il y a encore 1 ou 2 ans, je pouvais acheter un jeu dont j'avais vaguement entendu parler sur Trick Track parce que ça a l'air trop bien. C'est plus le cas maintenant. Non, c'est compliqué. Il y en a trop. Mais justement, après, par rapport à cette vidéo de Fred Henry qui a été le point de départ de ma réflexion, lui parlait aussi du buzz qu'il pouvait y avoir et puis des efforts en communication qui sont faits de plus en plus pour certains jeux. Du coup, après, c'est vraiment toute une machine de guerre qui se met en marche quand un éditeur veut vraiment mettre en avant un jeu et le vendre à tout prix parce qu'ils y croient. Et sachant qu'il y a tout à faire. Alors même s'il commence à y avoir des noms dans le jeu de société, comme il peut y avoir des noms dans la bande dessinée des auteurs qui vendent et qui sont reconnus, c'est vrai que là, il y a tout un système qui se met en place dans le milieu du jeu de société pour communiquer beaucoup sur les jeux, sachant que dans la BD, c'est assez compliqué de communiquer sur des sorties, surtout quand on voit le nombre de... Oui, on a du mal à suivre, hein. C'est pas évident. Justement, tu disais que c'était un peu une inquiétude pour toi, comment ce parallèle. Maintenant, j'ai l'impression que
Il n'y a pas vraiment eu d'âge d'or encore dans le jeu de société où la plupart des auteurs s'en sortaient, où tu pouvais, dans la BD, tu avais des magazines qui faisaient que bah tu arrivais à placer tes bouquins à un moment et à en vivre un peu plus facilement que ce que ça peut être le cas maintenant. Euh, Il y a eu un équivalent dans le jeu de société, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans une forme ou une autre, où ils ont sauté une étape et ils sont tout de suite arrivés à l'étape de l'auteur précaire. Bah, c'est vrai que c'est une analyse qui pourrait se tenir dans le sens où on aurait sauté cette étape en effet. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le jeu de société, enfin, si on continue sur le parallèle, hein, qui parfois peut être, enfin, après, si tu veux faire rentrer les choses dans les cases, surtout pour la BD, hein, faire rentrer dans les cases, à force, c'est toujours compliqué, mais quand tu fais le parallèle, bah, ça y est, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. J'étais sur le fait qu'il y ait une étape qui a été sautée. Oui, enfin, là, effectivement, on peut parler dans le jeu de société qu'il y a une tendance à la professionnalisation des auteurs, mais elle serait peut-être fantasmée dans le sens où c'est pas encore toujours le cas. Alors que dans la bande dessinée, c'est vrai que c'est un seul. Enfin, après, une BD, enfin, il y a un éditeur qui va produire le livre et qui va le distribuer, l'imprimer, mais c'est vrai que à la base d'une bande dessinée, on a essentiellement parfois qu'un seul auteur, parfois un scénariste, un dessinateur, on a un peu plus, de temps en temps, on a un peu plus de personnes qui travaillent sur un album, un coloriste. Oui. Mais dans le jeu de société, il y a tellement de paramètres qui font que c'est compliqué de vendre aussi un jeu en tant que jeu d'auteur, même si à la base c'est quand même un auteur qui est créateur. Il y a des illustrateurs qui vont commencer à en travailler dessus, parfois un, parfois deux, parfois, je sais pas, dernièrement sur un jeu des Space Cowboys, ils étaient 8 à avoir Oui. travaillé, Et des bons. et des bons, hein, et des très bons du jeu de société, des noms viennent. Et puis après, il peut y avoir des sculpteurs pour les figurines, il peut y avoir enfin, il y a pas mal de gens qui interviennent, et puis voilà, c'est évident qu'entre un livre imprimé qu'on sait faire de manière maintenant presque, enfin, à la demande, c'est un savoir-faire qui est connu et qui est assez facile à mettre en œuvre. Dans le jeu de société, c'est beaucoup plus compliqué parce que bah, voilà, il y a des petites pièces, il y a des pions, il y a des dés, il y a beaucoup de choses à produire. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le même produit. Et du coup, c'est peut-être normal aussi qu'il n'y ait pas non plus le même statut, enfin que l'auteur ait pas le même statut à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est pas souhaitable quand même que l'auteur de jeu soit un peu plus reconnu par rapport à ça, quoi. Mais bon. Mais est-ce que pourrait pas y avoir, comme on peut l'avoir en bande dessinée entre guillemets, hein, de la BD il y a de la BD d'entreprise. Ah bah, Il y a du jeu d'entreprise, je le sais. ouais, ouais. Je pense au Jungle Speed Lapin Crétin qu'Ubisoft avait fait pour en interne à la base et qui est devenu un jeu pour tout le monde derrière. Ouais, et puis même Euh, au-delà de ça, t'as aussi enfin justement pour parler d'auteurs bankable, hein, surtout en ce moment, il y a un auteur qui s'appelle Bruno Catala qui a raflé quelques prix dernièrement, mais qui est un auteur très prolifique et qui fait des jeux très différents mais avec sa patte et puis qui cartonne pas mal. je dois en avoir quelques-uns, je crois. C'est les Chevaliers de la Table Ronde, c'est un des premiers à avoir fait un jeu 100% coopératif, enfin avec un peu de traître dedans. Et puis c'est Toujours bien les traîtres. pardon. Toujours bien les traîtres. Oui, c'est bon. Donc il produit beaucoup et lui, je sais qu'il a une entreprise à côté où il fait du jeu d'entreprise pour le coup, où parfois des entreprises lui commandent un jeu pour mettre en situation les employés. Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais qu'il en a produit. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un jeu qui s'appelle Jamaïca qui est issu d'un jeu d'entreprise à la base. Euh, Est-ce que c'est Donc ça pourrait être une voie pour le jeu de Ça peut être société. une voie de professionnalisation du jeu de société, mais c'est vrai qu'on est encore loin de la reconnaissance de l'auteur, même si ça vient de plus en plus. Mais comme il y a aussi beaucoup de gens comme c'est un marché qui est émergent, il y a beaucoup de gens passionnés à la base qui ont envie de se lancer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui apparaissent. On pourrait le mettre en parallèle avec les blogs BD par exemple, où là il y a eu période où il y avait des générations spontanées d'auteurs qui arrivaient puis après qui se faisaient éditer chez des grands éditeurs. Là, bah, il y a des auteurs de jeux qui se prennent par la main et qui se relèvent les manches et qui vont de salon en salon pour montrer leur prototype. Et puis, alors après, va savoir comment ça se passe, mais est-ce qu'ils ont leur prototype qui est refusé par tous les grands éditeurs en place
ou est-ce que c'est un choix de leur part? Mais il y en a beaucoup qui se lancent en auto-entrepreneur. Et il y en a de plus en plus. C'est vrai quand on suit Trick Track, on voit l'émergence de plein de nouveaux petits éditeurs. Alors après, est-ce qu'ils vont tenir ou est-ce qu'ils vont pas tenir? À mettre en parallèle un peu avec toutes les BD auto-éditées en Par exemple, crowdfunding. Et puis c'est vrai que le qui arrivent de plus en crowdfunding plus. est énormément pratiqué dans le jeu de société. Bon, alors ça se comprend assez bien avec tout ce que j'ai évoqué avant. Un jeu de société, ça demande des moyens de production qui sont beaucoup plus importants, avec tous les guillemets possibles, qu'une simple bande dessinée à fabriquer. Puisque maintenant, on connaît toute la chaîne d'impression. Enfin, la chaîne d'impression est assez Ok. palpable. Voilà. Ok. Et toi, quand est-ce que tu illustreras un jeu de société? Ah, j'aimerais bien. Dès que j'ai le temps, je m'y mets. Non, mais en tant que joueur, certes, je suis auteur de BD, je vais pas revenir sur le fait que c'est mon métier, même si j'y prends parfois beaucoup de plaisir, et puis parfois ça me fait très très mal au poignet. Parfois, je suis obligé de le mettre dans de l'eau. Donnez-moi des sous, s'il vous plaît. Donnez-moi d'acheter mes albums. Non mais je veux dire, faut arrêter, je pense, de faire culpabiliser les gens qui aiment leur métier, quoi. Non, mais on a le voilà. droit. C'est pas parce qu'on se fait chier derrière un bureau que tout de suite, hein, ouais. Non, mais c'est aussi important de mettre le doigt dessus. C'est pas que un métier passion. Il y a de très bons côtés, puis il y a des côtés qui sont un peu plus, comme dans tous les métiers de toute façon, un peu plus usants et un peu plus rébarbatifs. Enfin, bref, et c'est vrai que moi je suis joueur aussi beaucoup. Comme tu parles de prototypes de jeux de société, j'en ai 4 ou 5 qui traînent. Là, je suis retombé justement sur une adaptation de jeux de société de Chambre Noire en jeu de société, qui est la première série que j'avais fait avec Olivier Blaze. Tu nous avais envoyé qu'en plus on avait aimé. Voilà, super. Et il existe un jeu quelque part, enfin non pas quelque part, dans mon bureau, j'ai joué beaucoup de parties et que j'ai pas arrêté avec des copains auteurs et des copains joueurs. Donc d'un autre côté, je suis auteur et puis j'aimerais bien être auteur de jeu, alors que je viens de dire que c'était pas viable du tout. Cherchez pas à comprendre. C'est ça la passion. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, je me dis que le truc qui serait super pour allier. Auteur de jeu, c'est finalement aussi un métier dans le sens où c'est super compliqué de régler un jeu et d'inventer une mécanique qui marche, qui fonctionne. Moi, ce que je sais faire, c'est dessiner. Donc, effectivement, illustrer un jeu, j'adorerais ça. Voilà, c'est lancé. Ok. C'est un éditeur qui écoute. Si un éditeur de jeu écoute un podcast BD. Voilà. Ok, merci. On a à peu près fait le tour. Il y aura encore plein de trucs à dire, mais c'est vrai qu'il vaut mieux s'arrêter. Mais du coup, je renvoie les auditeurs vers les articles que j'avais écrits à l'époque. Voilà, les 2 articles que tu as écrits sur Trick Track. Je mettrai des liens dans l'article pour que tout le monde puisse se retrouver. Merci encore à toi. Merci à toi. Où peut-on te retrouver sur le Internet mondial du réseau? Alors, Internet mondial du réseau. Donc, j'ai une page Facebook, donc Guillaume Guy Dumont, qui est publique. C'est là où je balance l'essentiel de mon actualité, quand j'en ai, mais un peu plus, puisque c'est aussi Facebook, donc je mets aussi des conneries. Et puis sinon, j'ai un blog tout court, qui est au nom de Raph et Potatoes, qui sont les héros que je fais dans Okapi, mais c'est pareil, en revanche, c'est pas un blog qui est très très nourri, on va dire. Il n'est pas encore mort, mais pas loin. Il respire. D'accord. Voilà. Il y a beaucoup d'auteurs de BD qui ont ce genre de blog. Ça, apparemment, c'est une constante. Ok, merci beaucoup à toi de nous avoir fait partager tes réflexions sur les parallèles entre le jeu de société et la bande dessinée. Moi, je continue aussi un peu à suivre l'actualité du jeu de société, et puis on va voir comment ça évolue dans les années à venir. J'avoue, moi, mon dernier truc qui m'a donné envie, c'est l'Uniquest. Ah bah ouais, mais là, ils ont eu un prix justement à Cannes, là, ouais. Et c'est vrai que ça a l'air très rigolo, surtout pour les joueurs de jeux vidéo et... Ouais, et puis surtout pour un jeu, je dirais grand public, partie courte, fun, rigolote, voilà. Donc voilà, toi ton dernier jeu auquel tu t'es éclaté, allez, on fait de la pub pour du jeu de société. Donc, en plus d'avoir la tare d'être auteur de bande dessinée et d'être joueur de jeux de société, j'aime beaucoup les zombies, j'avoue. Et le jeu que j'ai le plus ressorti ces derniers temps, c'est un jeu qui s'appelle Zombicide, qui est un jeu coopératif une équipe balancée au milieu d'une ville remplie de zombies et on joue tous ensemble contre le jeu et c'est super. Et dans un genre un petit peu différent, dernièrement, c'est Dead of Winter, qui lorne plutôt du côté Walking Dead avec les rapports entre les humains plutôt.
Donc c'est très D'ailleurs, il chouette. me semble qu'il y a un jeu de société Walking Dead. non Oui, je l'ai aussi. Désolé, Ouais. c'est pas terrible. Mais Oui, mais bon, il y a quelques mécaniques sympas. Mais il y en a un directement tiré de la licence BD, parce que je crois qu'il y en a qui sont tirés de la licence de la série télé. D'accord. Bon. Eh ben, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, Ciao. Pierrick. Vous aussi, vous pouvez participer aux cartes blanches. Si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, une bande dessinée dont on n'a jamais parlé et pourtant dont on devrait parler, car c'est la meilleure bande dessinée du monde. Une bande dessinée que tout le monde adore, mais que pourtant vous ne pensez pas qu'on devrait l'adorer. Parce que c'est de la daube et que les gens sont aveugles. Si vous avez une histoire autour de la BD étrange, si, lorsque vous étiez jeune, ils ne vous ont pas compris, ils n'ont pas voulu vous donner votre diplôme, mais maintenant que vous avez trouvé cette bande dessinée fantastique qui vous permettra de vous venger, et ils comprendront enfin! N'hésitez pas à nous contacter via le site lavoidesbulles.fr. Vous trouverez toutes les coordonnées dans la rubrique Contact. C'est bien, t'as pris tes petites gélules ou pas ce soir? Ouais, ça va, je suis à donf. Je sens un peu tendu quand même. Quand après une longue journée de marche, tu as eu chaud. Tellement chaud que tu as sué de l'intérieur des oreilles. Au loin, tu entends une douce chanson qui déjà fait courir un léger vent frais sur ton fondement. Tes poils se détendent et enfin tu goûtes à la splendeur des Thermae Romae. Thermae Romae 2006. Alors, on n'est pas bien là? À la fraîche, détendu du gland? Et oui, comme on vous l'a déjà dit à de nombreuses reprises, c'est soit une super interview, soit un sketch pourri. Aujourd'hui, c'était... Le sketch pourri. Voilà. Ouais mais bon, on cite les valseuses quand même. Ouais, on cite les valseuses. Mais Thermae Romae, mais qu'est-ce que c'est que donc? C'est un manga de Mari Yamazaki. Dont nous n'avons lu pour le moment que les 4 premiers tomes. Mais 4 premiers tomes, 4 premiers pavés quand même. Oui, parce que... Enfin... Oui. Surtout parce qu'on a lu l'édition France Loisirs qui la groupe par 2 les tomes. Mais... Ouais mais du coup c'est du pavé quoi. Ouais. Alors, le pitch c'est quoi en fait? Le pitch, c'est l'histoire d'un Romain qui est un architecte spécialisé dans les termes. Dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais un romain... De la Rome antique. Ah pas le... D'accord, ok. Non, pas un Romain qui supporte le L'AS club Rome. de foot. Voilà. Ouais, Mais un vrai romain, Voilà. le romain de César, d'Astérix quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. Et donc, il est architecte, mais il manque un peu d'imagination dans ce qu'il fait. On lui fait un peu des reproches. Il s'en sort pas très bien. Il se sent un peu emmerdé. Il a des problèmes avec sa femme. Ouais, c'est un peu la galère parce que... Et puis, ce qui se passe, c'est que, alors qu'il est en train d'étudier des termes, à savoir comment les travailler, il glisse et il tombe dans l'eau. tombe dans l'eau et il est aspiré. Et lorsqu'il ressort de l'eau, il est dans des termes japonais contemporains. Et alors, la première fois que ça lui arrive, il se retrouve dans les termes comme on peut les voir dans Ranma Enemy. Ceux qui sont à l'extérieur, dans les termes, en fait, les sources d'eau chaude, avec la cloison pour séparer les garçons des filles. Ranma Enemy nous explique bien comment séparer les garçons des filles avec l'eau chaude. Voilà. Donc il se retrouve là-dedans et il découvre que il y a une façon de faire qu'il connaît pas, tu vois. Et quand il reglisse, il retourne dans son monde et il commence à apporter les choses qu'il a vues de notre monde à nous dans les termes qu'il construit. De là, il commence à se faire une réputation parce qu'il a des idées révolutionnaires. Il va et avoir géniales. beaucoup de succès. Jusqu'à ce que l'empereur lui-même Lui demande de faire des termes. C'est Auguste, l'empereur, je crois. Voilà. Lui demande de faire des termes pour lui parce qu'il est fan de termes. Et donc, ça va l'éloigner. Il va se retrouver, parce que c'est un honneur quand même de faire ça. Puis surtout, il se retrouve, lui, il est persuadé de se retrouver dans une contrée éloignée. Il pense pas au voyage dans le temps tout de suite. Non, il pense pas du tout, en fait. Du tout. Il est persuadé dans une contrée éloignée qui, forcément, comme toute contrée, est soumise à Rome. Et il se dit, mais c'est pas possible que cette contrée soumise à Rome ait des choses comme ça, qui est donc la personne qui a pu leur apporter tout ça. Il comprend pas trop. Et donc, petit à petit, on va le voir au fur et à mesure des chapitres, avoir à chaque fois des chutes. Et à chaque fois, il se retrouve dans une condition qui le met en rapport avec les bains et qui, bien sûr, répond à sa problématique du moment.
et surtout le faire des découvertes parfois étonnantes. Les sodas glacés, Les petits trucs à manger aussi. les petits trucs, les goodies que tu vends. Les villes thermales. Oui, les villes thermales, ouais, il va Les découvrir villes thermales, les t-shirts collector. les bains individuels, enfin les baignoires quoi, Ouais. chauffantes. Et puis Les abonnements. ouais, les abonnements aux bains, les jeux pour jouer entre les bains et vendre, tu sais les trucs de fidélité, les cartes de fidélité. Ouais. Donc plein de petits concepts qu'il va rapporter dessus parce que bien sûr en plus ces bains commencent à faire de l'ombre aux bains Au traditionnels. bain traditionnel. Et donc, Oh. du coup, justement, c'est là où on va avoir les phénomènes des abonnements. Les syndicats qui commencent à lui faire la gueule quoi. C'est ça. On le voit aussi découvrir les toilettes japonaises. Tu sais, ces toilettes qui vous ont des petits tuyaux qui vous envoient, qui s'ouvrent toutes seules, qui vous font de la musique Voilà. et qui ont des petits tuyaux qui vous envoient un petit jet dans le fondement pour vous le Un nettoyer. petit vent frais, toujours. Voilà. Alors autant vous dire que la première fois que ça lui arrive, il y a un gros plan sur son visage et il comprend pas ce qui lui arrive. Hein. Vous fait saturer, tu vois, tellement on est. Et puis il se dit mais combien est-il d'esclaves pour faire marcher ces toilettes quoi. Donc, du coup, Tama Omae, voilà, c'est quand même vraiment la découverte d'un autre monde. Moi, je pensais même pas qu'on puisse faire un manga, en fait, sur les termes. Voilà. Mais finalement, c'est plaisant à lire, c'est efficace. Et alors après, du coup, ce qui est super intéressant, surtout dans cette édition-là, c'est tous les petits bonus qui sont à la fin des tomes et qui racontent comment est-ce que la dessinatrice Oui. a du coup réalisé le truc, parce que voilà, c'est une japonaise qui est venue vivre en Europe avec son mari et qui s'est inspirée un petit peu de ce qu'elle connaissait elle. En Italie, au Portugal. Voilà. Elle a vécu un peu partout en Europe et du coup c'est Et aux États-Unis maintenant, je crois. Enfin, dans les derniers tomes, et aux États-Unis, je crois. C'est super intéressant de voir justement tous ces parallèles et d'avoir les explications aussi de comment est-ce qu'elle a construit les tomes et qu'est-ce qui est historique aussi dans l'histoire. Oui, parce que bon, il y a une vraie volonté de faire quelque chose d'historique, mais moi, c'est surtout que comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de long. Je sais pas combien il y a de tomes en tout. C'est vrai qu'on arrive à la fin des 2 premiers tomes, on se dit bon, c'est bon, ça va jamais se renouveler. Eh Si, parce qu'on ça sort commence plutôt pas mal. on commence à avoir des histoires en fait qui tournent vers du politique. mais du pur politique, c'est-à-dire comment est-ce que les Césars se transmettaient le pouvoir, ce qui au départ du coup était en théorie au mérite devient finalement quelque chose qui est presque une sorte de un dynastie. un legs familial, mais qui est même pas familial, parce qu'en fait on peut adopter un enfant qui n'est pas de soi, mais pour dire que c'est lui notre fils spirituel, tu vois, et du coup il est pas reconnu, alors pour qu'il soit plus reconnu par le peuple, on va lui faire des termes, enfin bon. Oui, voilà, il y a tout le côté politique, il y a le côté des petits commerçants qui essaient de survivre face à ces nouveautés, il y a comment fonctionne la famille, on découvre beaucoup de choses sur la Rome antique que je connaissais pas et qui apparemment sont plutôt bien documentées, à ce que j'ai cru comprendre. On apprend aussi beaucoup de choses sur le Japon, parce que c'est vrai qu'effectivement, même si c'est plus proche de nous, les bains japonais, hein, les sources d'eau chaude japonaises, c'est un fonctionnement particulier. Par exemple, il trouve des trucs où il fait c'est génial, mais c'est vrai que moi j'avais jamais vu certains des trucs qu'il trouve. Je sais pas, la boisson là qu'il trouve avec le système de rond dedans pour pas que ça coule ou je sais pas quoi. Là. Ouais, enfin il y a plein de trucs en fait. Voilà, ça nous sort en fait. On sort du côté, on va dire, imagerie collective qu'on avait du Japon et même des Romains, quoi. Et puis en plus, graphiquement, ça suit. T'as juste transition pour parler du dessin. Pas mal. Hein, graphiquement, ça suit. Parce qu'il y a un dessin réaliste, très propre, très, très, très beau. Moi, j'ai trouvé ça très clair. Voilà, c'est bien détaillé. Même dans l'humour, le dessin reste réaliste. Il part pas dans les côtés déformations, etc. Ça va surtout jouer plus sur la caricature des expressions du visage qui sont assez outrancières parfois. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce donc? Oh non, mais j'ai une idée géniale. Tu vois, le gars, il y a des tonnes de lignes de vitesse autour de lui pour montrer qu'il est trop bien. Là, par exemple, sur le dernier tome, justement, il s'intéresse aux geishas. Et en plus, il y a un rebondissement qui fait que l'histoire... alors qu'on avait peur que le procédé du je me cogne, je tombe dans les bains, j'arrive ailleurs et tout. Il y a un rebondissement qui fait que...
Oui, quoi. L'épisode où il est avec le gars qui a son tonneau. Oui. Et qui pète le tonneau et qui sont obligés de refaire le tonneau pour réussir à repartir. Non, enfin voilà, il y a des... Parce que justement, quand il est dans ses passages au Japon, il faut aussi qu'il trouve le moyen de revenir. Et c'est de moins en moins facile de revenir. Et je trouve que les petites péripéties qu'elle lui fait subir au fur et à mesure sont quand même de plus en plus intéressantes. Puis il y a deux côtés un petit peu comiques, genre les brigands qui l'attaquent. Et en gros, pour que les brigands lui fassent pas de mal, ils disent « Mais vous êtes sale et vous puez, mais je vais vous aider à vous faire des bains. » Enfin, c'est un peu... C'est complètement burlesque dans le ton, et avec un style qui reste très carré, très propre, réaliste. Et puis des détournements de statues antiques sur les couvertures qui sont super drôles, quoi. Quand tu vois ce buste de César avec une serviette rose sur la tête, enfin c'est... Mais ils vont au bain, quoi. Ouais. Alors après, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, apparemment, elle explique que son mari, lui, il doit être dans le milieu de l'art ou je sais pas quoi, et que elle lui montre un peu les détournements qu'il fait, et le mari fait non mais tu peux pas faire ça, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça, c'est voilà. Ouais, les accessoires pour pas avoir la mousse qui coule dans les yeux. Qui coule dans les yeux, ouais, ça je connaissais pas. Voilà. Bon, on apprend plein de choses. Culturellement, c'est très enrichissant et c'est drôle. En plus, ça tient la route. En plus, ça peut se grappiller parce que, alors, dans les premiers tomes, en tout cas, tu peux lire un petit chapitre par-ci par-là de temps en temps. Les tomes d'après commencent à avoir un fil rouge un petit peu plus fort. Je ne sais pas ce que donneront les tomes suivants, mais je pense que je vais les acheter parce que j'ai pris. Mais c'est voilà, tu me l'avais vendu, on va dire au départ, en me disant ouais, c'est un truc sur les termes. J'étais pas emballé follement, tu vois. Mais ça se lit très facilement, c'est agréable, c'est intéressant, comique, voilà. Après, je dis pas que ça va plaire à tout le monde parce que c'est quand même c'est pas super dynamique, il y a pas de il y a pas de combat d'action, il y a pas d'action, mais la narration est vraiment très agréable. Et puis les personnages deviennent intéressants là dans les derniers tomes, les personnages deviennent plus récurrents, ils s'intéressent un peu, genre, on apprend des trucs sur les geishas, on apprend, enfin voilà, ça s'affine. Le coup de Auguste, justement, est un personnage qui est bien expliqué, enfin. Ça s'affine aussi parce que je pense on commence à avoir notre Lucius Modestus là, si j'ai retrouvé le nom. C'est ça, t'as trouvé son nom. Ouais. Il commence à avoir en fait à partir du tome 4, il commence à avoir une vie chez les Romains et il commence à avoir une vie chez les yeux bridés. Oui, les faces plates. Les faces plates. Voilà, il commence à avoir une vie des deux côtés et du coup, je trouve que ça devient vraiment vraiment sympa. Faut voir la suite. Ça. Il y a quand même un problème que je vais relever. C'était une bande dessinée historique au style réaliste, japonaise, et j'aime ça très beaucoup. Assez pour l'avoir proposé en splash page. Ah, c'est pour ça qu'il a fait si chaud ces jours-ci. Ouais, c'est là. Ouais. Tu le mettrais dans quelle étagère? Alors ça peut rentrer dans plein. Hein. Ça peut rentrer dans plein. Alors le problème, déjà du coup, je peux pas te dire, je vais la mettre dans mon étagère manga parce que j'en ai pas. Oui, puis bon, manga, c'est un pays. C'est un pays, après, voilà, donc non. Semaine, tu le mets dans quelle étagère? Manga. Enfin bon, voilà. Dans les trucs trop bien. Ouais, ça irait dans mon étagère à peu près historique. À peu près historique, mais ouais, non historique. Je mettrais avec tout ce qui est BD culturel. Tu vois, toutes ces BD qui vont faire que tu vas apprendre quelque chose en les lisant, un côté, mais vraiment culturel, parce que je pense qu'on est plus dans la culture que dans l'histoire à ce niveau-là, parce que c'est la petite histoire, c'est les petits détails, c'est le côté, on n'est pas là pour apprendre, justement, on parle un peu de la succession, etc., mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que les Romains utilisaient un racloir pour se laver. Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est-ce que tu as beaucoup de BD culturels? Ouais, il y en a, mais peu de réussis. Ah. Voilà, alors bon, il y en a certaines sur le Louvre, hein, par exemple, je pense de celles chez Futuro, qui sont plutôt réussies. Il y en a, mais effectivement, les BD culturelles, en général... Celle sur l'Arc de Triomphe était pas mal, quand même. Non, j'avais pas aimé, tu vois. Mais bon, voilà, non, il y en a, mais j'ouvre une nouvelle étagère exprès pour ça. Ok. Les BD culturelles. Ok, c'est bon, j'achète. Express. Pouce de bambou. Alors, vous en avez déjà parlé à plusieurs reprises. De Pouce de bambou, c'est une collection qu'on aime beaucoup. D'abord parce qu'il y a 2 enseignants dans notre équipe, que mon épouse est elle-même enseignante, et que ça s'y prête plutôt bien. Mais Pouce de bambou a fait un truc, c'est qu'ils ont renouvelé leur format totalement, modifié la collection en gardant le même principe, c'est-à-dire une bande dessinée muette,
un guide pour apprendre à dessiner les personnages et le texte écrit si on veut raconter l'histoire plus classiquement. Changement numéro 1, le format. Bon, alors là, clairement, c'était mieux avant. C'était plus joli, c'était plus mignon. Je suis pas sûr. Alors, moi, j'aimais bien ce petit format un peu carré, avec les couvertures un peu matelassées, là, tu vois, molletonnées. Ça, je suis d'accord. La couverture molletonnée, c'était top. C'était agréable, ces couleurs. Il y avait des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus sympathiques. Là, on est dans un format jeunesse classique. Voilà. C'est devenu ma première BD. Voilà. Et d'ailleurs, c'est plus Pouce de bambou, c'est écrit en tout petit derrière. Maintenant, ça s'appelle Ma première BD. Donc, première classique. Les 2 premiers tomes sont sortis. C'est Le bonhomme en pain d'épices par Dave et La chèvre de Monsieur Seguin par Richard Di Martino. Que dire Donc, les autres pourquoi est-ce que le format, du coup, toi, ça te convient moins? Parce que c'est moins mignon. C'est moins mignon, c'est juste que je trouvais l'autre plus sympa. Après, oui, c'est plus grand, c'est peut-être plus facile à lire, c'est plus agréable, mais je sais pas, j'avais un attachement au précédent format. Ok. C'est purement... je trouvais qu'éditorialement, c'était un peu plus... ça faisait plus livre pour enfants. Voilà. Là, c'est plus le livre pour que l'enfant lise comme les grands. Tu vois, c'est pas la même approche. Ok. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui a été revu? Maintenant, il y a un titre au-dessus de chaque planche pour guider la lecture. Je trouve que c'est bien trouvé. Après, c'est toi dans ce titre. Ouais. C'est toi. Alors, donc on va partir sur un point de vue professionnel. Moi, pour avoir étudié avec mes gamins de maternelle les pousses de bambou, le défaut que j'avais, c'est justement que c'est trop petit. Trop petit, du coup, ils voyaient pas bien les dessins. Et en fait, on perdait pas beaucoup de temps, mais tu perds du temps, du coup, essayer de leur montrer le dessin à tous. En tout cas, voilà, il faut après qu'ils reprennent. Là, l'avantage d'avoir un format un peu plus grand, c'est que l'image est un peu plus grande, ce sera un peu plus facile pour eux aussi. Et puis, tu profites aussi quand même du dessin, qui est quand même vachement plus sympa. En grand format. Oui. En grand format qu'en tout petit. Voilà. Le cahier de dessin a beaucoup changé, parce qu'avant, pour avoir discuté justement avec le directeur de collection, Tu te la pètes. bah écoute, oh merde, ça va. Et donc du coup, les premiers dessins en fait dans la première collection étaient des dessins qui étaient beaucoup plus des dessins de dessinateurs. Et là, c'est vraiment des dessins qui sont faits à partir de figures géométriques pour aider justement à la construction des différents personnages, donc du loup, de la chèvre. C'était le reproche qu'on faisait avant, c'est que c'était bien sympa leur guide pour dessiner, mais à un moment, ils ne savaient pas le faire. Ils ne savaient pas le faire, voilà. Et là, c'est quand même beaucoup plus faisable. Et ensuite, le texte, mais là, ça a peu changé. Ça a rien changé, ouais. Même si je sais qu'en ayant discuté avec Domas, on avait déjà parlé, il y a une évolution, ils essaient de faire que chaque phrase reproduise une case de la BD. Voilà. Bref, nouveau format, la collection, moi je l'aime toujours. Alors les gens vont peut-être râler parce que c'est vrai que ça fait moins joli dans ta belle collection de pousses de bambou d'avoir un nouveau format. Là, c'est pas des nouveaux, ce sont des rééditions. Hein. Ces deux-là, c'est des rééditions, ces deux-là Non, il me semble que c'est des nouveaux tomes. Hein. La chèvre de M. Seguin est déjà paru, je crois. Ouais. Ah, je me permets d'avoir un doute. Tu te permets d'avoir un doute? Tu ouais. aimais un doute? Ouais, j'ai mis un doute. Le Dave, il me semble qu'il est nouveau. La chèvre de M. Seguin aussi. Je me trompe peut-être. Bon. De toute façon, on est dans l'Express, on va pas s'attarder plus longtemps. Pouce de bambou, une collection qu'elle est bien pour les enfants et les instituts. Ouais, non, pour tous en fait. Surtout, c'est qu'en fait, on fait au moins de la BD, on fait les grands classiques de la littérature. Et ça, c'est bien aussi. Péché mignon, le tome 3. Bon, Arthur de Paos nous raconte des histoires de cul de ce personnage, assisté par d'autres auteurs, dont des femmes pour le coup, ce qui permet d'avoir un petit peu des points de vue divergents, et comme le diraient des proches, diverge, c'est beaucoup. Bref, attends, c'est pas de moi. Ah bah non, mais c'était des proches, c'est pas mal. Donc, bref, toujours aussi sympathique au niveau du dessin, voilà, on l'a ressorti du néant, on l'avait pas lu, toujours aussi rigolo au niveau de l'humour, ça marche pas, moi je trouve ça... Ouais, bonne BD de chiottes, quoi. Tout à fait. Une bonne BD de chiottes, c'est le truc que tu lis facilement. Voilà, fun. Tu n'as pas à te prendre la tête, c'est du gag. Voilà, et c'est à offrir en plus à tous vos amis majeurs. Attention, majeurs. Oui, majeurs, oui. Qui ont une libido un peu rigolote. Vous leur offrez ça, c'est tout à fait ça. C'est pour les potes qui ont une libido un peu rigolote. Ou votre femme aussi, ça peut marcher. Ouais, ça peut être un truc. Ça peut faire, tu vois, les cadeaux, tu vois, un peu pour... Surtout si tu achètes l'intégrale avec le coffret en Sky. En vinyle. En vinyle. Tu aimes le vinyle? Hors sujet.
On va essayer de pas s'attarder trop longtemps sur les hors-sujets parce que c'est du lourd et du très lourd. On va commencer par le truc qui est le Marvel's Avengers Age of Ultron. Ultron. Ouais. Bon, c'est le nouveau film des Avengers qui va finir la phase 2 du Marvel Cinematic Universe. Ouais, il fonctionne comme ça. Putain, ils ont un nom de projet et tout, quoi. C'est un nom de code, quoi. La phase 3 est déjà prévue et finira en 2020 avec le deuxième film Avengers Infinity War. Oui, non, mais ils sont bien blindés. Étonnamment, les personnages qui ont été introduits dans la phase 2, je pense aux Gardiens de la Galaxie par exemple, ne sont pas présents. Dans le Avengers Dans le Avengers. Mais alors, ils auront leur suite. Oui, bah, de toute façon, ils nous annoncent Thanos dans la petite scène finale, machin chose. Enfin, on sait à quoi s'attendre. Hein. Bref, en gros, les Avengers, ils sont bien cool, mais ils sont super forts. Ils essaient de retrouver l'arme que Loki, la lance. Le bâton de Loki, ouais. Voilà, il avait perdu. Enfin, c'est pas qu'il avait perdu, c'est que ça avait été récupéré par Hydra. Voilà. Parce que, petit rappel, le Shield s'était cassé la gueule, enfin, s'est cassé la gueule. Parce qu'en fait, il a été vérolé de l'intérieur par Hydra. Mais ça, il faut avoir vu Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. et Captain America. Le Soldat d'hiver. Voilà. Bref, bon, c'est une suite pas mal. C'est toujours par Joss Whedon. C'est toujours très bien réalisé. Bon, donc ils récupèrent le truc, ça dès le début, en fait. Hein. Mais bien sûr, ils ont une nouvelle menace parce que Tony Stark se dit que face à des extraterrestres, ils ne sont pas prêts, donc il faut qu'ils soient prêts. Et donc, ils se lancent dans un projet de savant fou pour créer une sorte d'intelligence artificielle en utilisant la lance magique, machin chose. Et cette intelligence artificielle devient Ultron, le grand méchant qui pense que pour sauver l'humanité, il faut l'éradiquer. Alors, c'est pas pour sauver l'humanité, mais en fait, il a compris que le truc qui vérolait l'avancée de l'humanité, c'était les hommes, en fait, qui à chaque fois foutaient le bordel. Bref, la base scénaristique est du basique de chez basique, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour voir des super-héros qui se tatanent la gueule. C'est ça. Et là, au niveau du tatanage de gueule, c'est efficace. C'est efficace. Avec toujours les petites pointes d'humour que Joss Whedon sait mettre au milieu, qui sont de grandes réussites. Ouais. Principalement grâce au personnage de Thor, qui est un petit peu balourd, rigolo. Et Captain America, qui a des valeurs très anciennes. Ouais, mais avec des petits running gags, ouais, voilà, c'est sympa. Maintenant, il y a quelques bonnes surprises. Ils arrivent à mettre en valeur des personnages qui, normalement, des humains normaux, donc tu penses à Œil de Faucon et la Veuve Noire, ils arrivent à les mettre en valeur dans l'histoire, en humanisant l'équipe, grâce à eux, en expliquant qu'ils sont là pour humaniser l'équipe. Et ils sont très intéressants sur ce sujet-là. Alors, il y a quelques... Alors, oui, pour un, pour l'autre, le personnage féminin... moi, j'ai pas trouvé ça pertinent et intéressant. Alors, il montre un problème qui est très rarement traité au cinéma, à part dans les films indépendants du néant. Bon, alors il y a sa relation amoureuse avec un des autres Avengers qui se développe, mais ils en profitent pour parler d'un petit problème qu'elle a, et j'ai trouvé ça étonnant dans cette série, enfin dans ce film, parce que c'est un sujet très rare. En fin de compte, surtout dans du blockbuster. Tu parles pas de ça dans un blockbuster. Ouais, mais enfin, c'est pas... Oui, mais c'est un peu le côté, je pense, féministe de Whedon qui a fait que le sujet est arrivé. Ouais, mais voilà, mais ça apporte rien, quoi. Ça apporte rien. Non, je trouve que la relation était bien foutue, bien construite, intéressante, et voilà. Vrai personnage intéressant. De toute façon, chaque personnage est bien traité et à sa place, et le temps d'antenne, on va dire, est efficace, alors que avec les personnages que tu as, et avec surtout un Tony Stark, on avait déjà parlé, c'était le même problème dans le premier, tu me dis, il peut te bouffer, par sa simple présence, il pourrait te bouffer tous les autres, et il n'y arrive pas. Et ça, c'est un méga boulot du scénariste, des scénaristes et du réalisateur. Voilà, après, bon, c'est du tatinage de gueule, c'est fun, c'est bien foutu. Voilà, c'est un bon film popcorn, on y va, on se fait plaisir. Moins de surprises que dans le premier, parce que tu retrouves un peu les mêmes formules, etc. Ça a déjà été fait, quoi. Mais beaucoup d'annonces sur ce qui va se passer. On a les prémices de Civil War, parce que entre Captain America et Iron Man, il y a déjà des mésententes politiques, d'ordre politique. Et là, ça t'annonce bien quand même. Hein. Quand tu vois certaines discussions, tu fais « Oula, là, on est dans... » Oh, mais il s'appelle Civil War, le prochain film Captain America. C'est étonnant. Donc...
Leur univers, il est bien en place. Ils arrivent à te faire un film qui tient la route tout seul. Si t'as pas vu les autres, tu peux passer un bon moment quand même. Ils t'annoncent la suite, mais c'est pas grave si tu la vois pas. Je trouve que dans la grosse série de films Marvel, ils s'en sortent vachement bien, quoi. Mais moi, je me pose quand même la question de savoir comment est-ce qu'à un moment donné, ils vont réussir à garder le lien. Enfin, je vais essayer de retrouver ma phrase, mais à garder le lien entre tous les livres, enfin tous les films qui vont sortir de chez Marvel. Si les gens en fait voilà n'ont pas vu tout depuis le début, tu vois, parce que le souci c'est que là Thanos, ça fait déjà quelques films qu'on le voit apparaître à la fin, et là on l'a pas encore vu, et du coup je suis d'accord que ce qu'on a vu de lui, ça sert à rien pour le film où il va vraiment apparaître, qui sera le Avengers Infinity War, je pense, hein. Mais est-ce qu'à un moment donné, voilà, les gens vont pas être obligés de se dire tiens, il faut que je me fasse un film qui est sorti il y a presque 15 ans pour tu vois ce que je veux dire? Oui, là, c'est des prémices. C'est la quête des objets magiques. Là, oui. Ils disent il y a 6 objets magiques qui sont répartis. Bon, une fois qu'ils sont les 6, c'est pas grave que tu saches comment ils ont eu, quoi. Oui, mais non, mais le problème, il est là, c'est qu'on va se retrouver. Moi, je me dis, avec la quantité de films que Marvel a prévu de sortir sur les super-héros, est-ce qu'à un moment donné, on va pas se retrouver à devoir se faire, si tu veux vraiment, entre guillemets, avoir suivi à peu près tout le fil rouge, te faire presque 15 ou 20 heures de film pour avoir tout vu, quoi. Oui, en gros, comme si tu regardais une saison d'une série. Sauf que c'est pas une série. Alors, il faut savoir que des braves gens sur Internet ont fait quelque chose pour la phase 1. Ils ont remonté tous les films, tous, pour les mettre dans l'ordre, à peu près, où ils se passent les uns avec les autres, pour en faire une série. Mais ils ont eu le droit de faire ça? Je ne crois pas que ce soit autorisé, et il me semble que les sites sur lesquels tu trouves ça sont des sites assez mal vus par la loi. Mais voilà, donc l'idée me semble assez intéressante comme remontage pour le coup. Si tu veux te refaire un peu les histoires en petit à petit. Voilà, non mais moi je pense que ça peut être une petite problématique qui risque d'arriver après. Voilà. Voilà. Donc c'est un bon divertissement. Un bon divertissement. Maintenant, tu tu nous parles de l'autre divertissement, le truc qui a fait que tu as sorti ta carte bleue. Ouais, pour m'abonner à Netflix gratuitement. Puisqu'il faut sortir la carte bleue pour s'abonner gratuitement à Netflix. Ouais, pour le premier mois. Parce que le premier mois est gratuit. Voilà, mais c'est pas grave, je l'ai fait et je pense que je vais rester sur Netflix pour le coup, parce qu'ils m'ont convaincu. Leur offre est suffisamment large, mais bon, ce n'est pas le problème. Daredevil est un de mes personnages préférés de bande dessinée américaine. La série était fort attendue, les critiques étaient fort bonnes. J'ai vu pour le moment tous les épisodes, sauf le dernier de la saison. Thio, tu en es où? Épisode 3. Voilà. Oui, parce que je suis passé chez Netflix très récemment. Voilà. Globalement, Daredevil, c'est ce jeune homme qui, en voulant sauver quelqu'un qui traversait la rue, l'a poussé, mais s'est pris des déchets toxiques sur les yeux, ce qui fait que ça lui a développé des sortes de super sens. Son père boxeur ne voulait pas qu'il se batte, donc il est devenu avocat en faisant des études. Et sauf qu'il est avocat, il a refusé les offres d'un gros cabinet parce que apparemment c'était des arnaqueurs et machin chose. Leur méthode lui convenait pas, donc il monte son petit cabinet avec son pote Foggy Nelson, son pote de toujours. Sauf que il ne supporte pas de voir la violence qu'il y a dans Hell's Kitchen, car les mafias se réorganisent suite à la bataille de New York, c'est-à-dire les Chitauri, les extraterrestres qu'il y avait dans Avengers, le premier, on est dans le même univers. Voilà. Et il commence à... Et on commence avec leur première affaire, où c'est la jeune Karen Page qui est accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Et en parallèle, on va suivre la montée de Wilson Fisk, qu'on voit très tardivement dans la série. Épisode 3. Ce qui est tard, hein, alors que c'est un des personnages principaux vraiment de la série, au même titre que Daredevil, que Matt Murdock. Et les personnages principaux même. J'aurais dit ça, mais j'ai pas voulu trop prendre. J'ai senti que ça te perturbait. Et donc, voilà. C'est un ton très sombre, très noir. C'est franchement ce qu'il y a eu de plus sombre dans l'univers Marvel. Et ça colle super bien à Daredevil. C'est fait pour lui. Moi, surtout, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est qu'ils ont mêlé tout ce qui était intéressant dans presque, on va dire, tous les derniers arcs de Daredevil. Et les premiers aussi. Oui, voilà, non, mais ils sont partis tu vois, tu prends tout et tu fais, tiens, qu'est-ce qui était bien là, je le prends. Ça, c'était bien, je le prends. Et ils ont presque tout pris.
Et ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent, surtout. C'est parce que ça. C'était pas forcément évident. Et c'est, moi, pour l'instant, voilà, j'ai vu les 3 premiers, je trouve ça vraiment très fun. On a le côté juridique qu'avait pu mettre en avant Bendis. On a le côté très très sombre, mais encore un peu héroïque, badass, qui était plus le côté Brubaker. On a le côté un peu des origines ninja japonisant Yamakasi, qui était plus le trip de Frank Miller. Des clins d'œil graphiques à tous les personnages. Des personnages connus qui apparaissent dans tous les sens. Il y a des clins d'œil de partout dans la série, tu vois, tu en verras quelques-uns, je pense. Par exemple, à un moment, il appelle Wilson Fisk appelle le gars pour lui refaire son costume, c'est Monsieur Potter. Et tu sais qui est Monsieur Potter parce que c'est le nom d'un méchant. Enfin bon, tu l'as déjà vu. Enfin, c'est super réussi. Sauf les scènes de baston, c'est bien. En abuser, ça craint. Moi, le petit défaut, je trouve, c'est que ça dure des fois un peu trop longtemps, la baston. Tu as vu la baston plan séquence dans le couloir de la mort ? Oui. Elle est monstrueuse. Oui, mais justement, c'est que en fait, il y en a une pour l'instant, il y en a une par épisode, quoi. C'est pas mal. Oui, mais elles sont longues. Je les trouve trop longues. Voilà, c'est un avis totalement personnel. C'est que pour moi, Daredevil, c'est pas que du fight, quoi. Ouais, enfin bon, sur un épisode qui dure une bonne heure, hein, quand même. Ouais, mais quand même. C'est pas si... Enfin, moi, je trouve que c'est bien équilibré. Et puis surtout, qu'est-ce qui prend cher ? Qu'est-ce qui se fait manger sa radasse quand il se prend un pain dans la gueule, il est sonné. Oui, mais par contre, quand il se prend un pain dans la gueule, il arrive quand même le lendemain en ayant juste un petit œil au beurre noir. Et il y a des moments où il s'est fait tataner la gueule toute la soirée et il revient le lendemain et il n'a rien. Ah non, mais attends, la fin de la saison. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a des moments où c'est réaliste et il y a des moments où ça l'est pas du tout. Oui, mais non, il y a. Et puis après, je suis aveugle, je tombe dans les escaliers. Enfin bon, c'est excuses à 2 balles. Mais voilà. Enfin, c'est une bonne série, c'est vraiment efficace. Par contre, moi, le petit détail, c'est que je suppose qu'il y aura l'épisode où il va enfiler le costume rouge. Oui, c'est la fin. Apparemment pas encore, hein, l'épisode. Il le fera au dernier épisode, je pense, parce qu'il l'a pas encore fait. Voilà, là, il a commandé. Parce que voilà, il y a le moment où il commande ce costume. parce que pour l'instant, il a un costume noir avec un. Voilà, qui est un clin d'œil au Daredevil de Miller et Romita Junior. Et bon. Par contre, est-ce que c'est un passage obligatoire dans toutes les séries télé maintenant pour un super-héros de faire le costume au fur et à mesure ? C'est un peu le rituel de passage. La mise du costume, c'est quand le héros est là. Maintenant, par rapport à une série, celle auquel on pourrait le plus rapprocher, c'est Arrow. Clairement, il vise moins sur le côté charismatique de l'acteur principal, qui est très bon, qui fait un très bon Matt Murdock. Mais oui, mais c'est pas un top modèle. Apparemment, les filles sont un peu déçues. Et il a une moins. Il est moins souvent à poil. Il est moins à poil, quoi. Mais c'est pas grave, on voit un sein de Karen Page à un moment. Ah bon ? Ouais, c'était subtil, tu l'as raté. Ah, putain, j'ai raté le sein de Karen Page. Voilà. Donc, oui, non, c'est. Mais oui, mais c'est moi aussi too much que Caro. Par contre, tu verras au fur et à mesure que la saison qu'il est à peu près aussi balèze en identité secrète que Arrow. Ah. Voilà. C'est pas terrible, quoi. Donc en fait, par contre, il est pas aussi parano que ce que l'est devenu Daredevil en fait. Ça va arriver peut-être avec le temps, parce que là, il prend. Enfin, il y a un côté très moral dans les scénarios. Il y a un côté, voilà, je veux dire, par exemple, Fisk n'est pas, enfin, il est présenté comme quelqu'un de dangereux, mais en fait, tout le début de la saison, quand tu le vois, il est présenté comme quelqu'un de bien. Tu vois, quelqu'un qui veut le bien, quelqu'un, etc. On voit faire quelques crises de colère à d'autres moments où là tu fais ouf. Mais on te présente le côté sensible du personnage. Toutes les premières scènes où tu le vois, c'est le côté sensible du personnage. Qui est joué par Vincent D'Onofrio. Et qui est bon. Voilà. Par contre, il a vachement pris de poids. Ah oui, mais c'est pour le rôle. Je crois qu'il n'y a pas que pour le rôle. Je crois qu'il a quand même bien pris du poids quand même depuis le début. Voilà. Voilà, donc Daredevil, chez Netflix, que je vous recommande, qui mérite que vous ne payez rien pendant un mois pour le regarder, et puis ensuite vous voyez si vous continuez Netflix. Et du coup, Netflix, juste pour revenir dessus, parce que tu en avais parlé la dernière fois, je trouve ça en fait vachement intéressant. Moi là, j'avoue que je m'y suis mis très récemment, et finalement, quand tu n'as un peu rien à faire un soir, et où tu as même une petite heure à tuer,
bah, tu te prends une série, tu te prends un documentaire, tu te prends un film, et du coup, bah, tu te regardes même des vieux films, parce que c'est vrai que les films récents, il n'y en a pas quand même des masses. C'est un peu là que ça pêche. C'est là où ça pêche, mais tu te fais quand même plaisir. Alors, un catalogue de séries suffisant pour avoir des heures et des heures, et ils en rajoutent régulièrement. C'est ça. Voilà, donc bon pari. Moi, j'attends de voir la suite. Il y a déjà des trucs qui laissent présager le Iron Fist. Vu qu'ils ont déjà rajouté Ben Urich aussi, tu l'as peut-être pas encore vu. Si, ça y est, Ben Urich, donc qui là pour le coup n'est pas journaliste au Daily Bugle parce qu'ils n'ont pas le droit. non. Et non. Ils ont rajouté donc un peu tous les personnages qui étaient intéressants. Et donc ils nous annoncent Jessica Jones. C'est cool, ça. Qui était un très bon personnage de la série Alias, très bonne BD, Ben 10 encore. Ils nous annoncent Iron Fist, qui est un personnage très très casse-gueule là pour le coup. Et Luke Cage, qui est aussi très très casse-gueule. Mais Luke Cage. Luke Cage, voilà. S'ils lui font la coupe afro, ça va être dur. C'est ça. Je pense qu'ils feront une référence. Ils sont obligés de faire une référence à Luke Cage et à sa coupe afro à un moment. Et une série qui viendra après où les personnages se croiseront. Defenders. C'est intéressant de voir ce côté urbain, de voir ces gens qui sont au ras du sol pendant que les super-héros détruisent des extraterrestres en haut. Faut voir ce que ça va donner parce qu'effectivement, Iron Fist, il y a un peu de la magie. Comment est-ce qu'ils vont réussir à rendre ça dans cet univers très réaliste de Daredevil en fin de compte? Faut voir. Voilà, je recommande. Et puis je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Hein, en fait, c'est quand Iron Fist agit, en fait, on regarde par les yeux de Daredevil. Comme il est aveugle, on verra rien. Et en fait, on comprend. Non, d'accord. Ok, bon, sur ce, on va se quitter. Voilà, on va se quitter, parce qu'on a assez parlé comme ça. La prochaine émission, normalement, ça devrait être l'interview de Mézières. Mais franchement, monter les deux bouts d'interview en même temps, c'est galère. Faut que je le fasse. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le blog, sur Facebook, sur iTunes, sur Google+. C'est toujours bienvenu. Nous sommes toujours avec plaisir à les lire. Nous espérons que la prochaine émission standard, Tizak pourra avoir des tonnes de courriers à vous lire, à vous commenter. Je sais, il peut faire peur. On n'a pas envie d'écrire parce qu'il nous démonte la gueule pour dire du mal. Mais au fond, c'est un enfant qui s'ignore. Il est tendre. Il est tendre. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.